Bien, bonsoir à toutes et à tous et aux personnes effectivement qui nous regardent en ligne ce soir. Donc, je vais vous parler effectivement d'un sujet qui est très important, c'est celui de la ménopause dont on ne parle pas suffisamment. Avant de se lancer, je vais quand même me présenter, vous dire quelques mots sur qui je suis, c'est quand même important. Donc, je m'appelle Céline Novette, je suis praticienne naturopathe, consultante en nutrition, conseillère en aromathérapie, en fleurs de bac, et je suis certifiée dans plusieurs disciplines, la micronutrition, la phytothérapie, l'herboristerie et la santé fonctionnelle féminine. J'ai effectué une grande partie de mon cursus en France, mais aussi aux États-Unis. Et donc, j'accompagne, moi, les femmes de la puberté à la ménopause, donc en prenant en charge certains troubles comme les troubles du cycle, le syndrome prémenstruel, l'endométriose, le syndrome des ovaires polykystiques, mais aussi cette période de la préménopause et ménopause dont on va parler ce soir. Et je suis également auteure d'un premier livre qui s'intitule donc « Accompagner votre SOPK au naturel » paru aux éditions Jouvence. Et donc, je consulte à distance uniquement, je crée des programmes en ligne et je crée des contenus, j'anime des conférences et donc d'autres sujets pour voilà, des laboratoires ou autres. Et donc, vous pouvez me retrouver ici sur mes différents réseaux. Alors, avant de se lancer, et c'est très important pour moi de le préciser ce soir, il faut savoir que la naturopathie, en tout cas en tant que naturopathe, nous ne sommes pas considérés comme des professionnels de santé. Et c'est très important de faire cette distinction, c'est-à-dire que toutes les belles certifications que j'ai, il n'y en a aucune qui malheureusement est reconnue aujourd'hui par l'État. On a un vrai sujet sur cette reconnaissance de la naturopathie en France. Elle est reconnue dans plusieurs pays européens qui sont nos pays voisins. Mais chez nous, c'est encore très compliqué. Et donc, je précise qu'évidemment, tous les conseils et tout ce que je vais aborder ce soir, c'est du ressort du conseil, du complément, mais ça ne vient pas remplacer la médecine allopathique ou un traitement médicamenteux en cours. D'ailleurs, je ferai beaucoup de rappels aussi sur des contre-indications, sur des renvois vers le médecin et le gynécologue, par exemple, qui sont les seuls à pouvoir poser un diagnostic. Nous sommes des praticiens du bien-être, donc on arrive en complément et non pas comme une alternative ou comme un remplacement. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va voir ce soir? Donc, on va avoir une première partie où je vais vous parler de la ménopause, avec peut-être des choses dont vous n'avez peut-être pas entendu parler. Donc, ça va être intéressant. On verra la mécanique simplifiée du cycle, les différents types de ménopause, mais aussi l'équilibre hormonal au cours des différentes périodes de la vie de la femme. On va voir que ça fluctue beaucoup. Et pour certaines, il y a peut-être des choses qui vont s'éclairer, vous allez faire des liens intéressants. On parlera de la préménopause à la ménopause. On verra les signes, mais aussi l'importance de la baisse de l'œstrogène et tout ce que ça peut engendrer comme conséquence aussi au niveau de la santé, avec des choses qui sont potentiellement aussi sous-estimées. Et dans la partie 2, on va passer en revue plusieurs solutions pour accompagner la ménopause. Donc, on refera un gros rappel sur les piliers de santé, l'alimentation, mais aussi l'activité physique et la gestion du stress. Et puis, je vous donnerai des astuces et des conseils, comment utiliser certains produits de la Drôme Laboratoire pour notamment apaiser les bouffées de chaleur, la prise de poids, la perte de cheveux. On verra les cystites, les infections urinaires, la dépression, les troubles digestifs, les règles abondantes, ça c'est surtout pour la période de préménopause, et aussi les soins de la peau. Donc, j'ai choisi volontairement un certain nombre de troubles qui sont les plus courants, ceux qui posent le plus de problèmes aux femmes. Il y en a d'autres. Il faut savoir aussi que ce n'est pas parce qu'on arrive en période de ménopause ou de préménopause qu'on va forcément avoir l'ensemble de ces problématiques, je tiens à le souligner. Il y a beaucoup de femmes pour qui la ménopause passe comme une lettre à la poste, et pour d'autres, ça peut être un petit peu compliqué. Et évidemment, on ne va pas avoir l'ensemble de ces troubles non plus. Donc, je tiens aussi à vous rassurer et à ne pas vous faire peur. Donc, en introduction, je trouve toujours intéressant de planter quelques chiffres pour voir un petit peu ce que ça donne. Il faut savoir que chaque année, en France, il y a 400 000 nouvelles femmes qui atteignent la cinquantaine et donc potentiellement l'âge de la ménopause, puisque l'âge moyen de la ménopause, c'est à peu près de 51 ans. Et en France, eh bien, on compte 10 millions de femmes qui sont ménopausées, dont 5 millions de plus de 65 ans. Et pour autant, eh bien, la ménopause reste un sujet qui est encore tabou, avec de nombreuses femmes qui souffrent en silence, des années de perte de joie de vivre et d'insouciance face à tous ces désagréments qui sont engendrés. Ça, c'est quelque chose qui est assez criant, même si la parole est en train de se libérer, grâce à des personnalités qui commencent à parler de leur expérience, ou on va dire de leaders d'opinion ou de personnes voilà, qui parlent un peu de ces sujets. Mais malgré tout, ça reste encore très compliqué, à l'image aussi de la représentation de la femme de plus de 50 ans dans la société, qu'on voit très peu au cinéma, qu'on voit très peu sur des rôles importants aussi. Donc voilà pour ces chiffres.
La ménopause, alors là aussi, il faut rappeler que c'est une étape qui est naturelle dans la vie de la femme, au même titre que la puberté. Mais si avoir ces règles, c'est tabou, il faut savoir que ne plus les avoir, ça l'est tout autant aujourd'hui. C'est un processus biologique naturel qui marque la fin de la vie reproductive de la femme, mais en aucun cas la fin de la vie de femme, évidemment, puisqu'on peut évidemment continuer à être féminine, sexy, à plaire et avoir plein d'envies après cette période. Pour autant, il faut savoir que là aussi, il y a beaucoup de femmes qui se sentent très limitées, restreintes dans cette part de féminité qui souvent, pour ces femmes-là, s'éteint avec effectivement la fin de la vie reproductive. Et donc la ménopause, eh bien, comment on repère cette ménopause? Elle se caractérise par un arrêt du cycle consécutif de 12 mois. Et à partir de là, effectivement, donc ça c'est le médecin ou gynécologue, bien sûr, qui pose ce diagnostic. Mais il faut avoir donc une absence de menstruation pendant 12 mois consécutifs. Et donc l'âge moyen, je vous l'ai dit, c'est de 51 ans. Et on va voir que ça peut arriver un peu avant, un peu après. Et on verra surtout qu'une ménopause qui se passe bien, c'est une ménopause qui se prépare. Parce que dès l'âge de 35 ans, eh bien, ce phénomène biologique de la réserve ovarienne se met en place avec des désagréments plus ou moins importants, encore une fois, chez certaines femmes, pas toutes. Donc, ici, je vous propose un rappel simplifié de cette mécanique du cycle, à savoir que nous venons au monde avec une réserve de follicules présente donc au sein de nos ovaires. Donc, quand nous venons à la naissance, on a à peu près 1 à 2 millions de follicules au sein de nos ovaires. Et puis, au moment de la puberté, il ne reste plus que 500 000. Et au moment de l'âge adulte, 300 000. Et bien sûr, au moment de la ménopause, on a épuisé en fait ce stock et cette réserve tombe à zéro. Donc, il faut comprendre ici que pour expliquer un petit peu cette mécanique et pour bien planter aussi le rôle, on va dire, de la progestérone, des œstrogènes et de cette fameuse balance dont je parle très souvent, on va raisonner sur un cycle de 28 jours. Mais 28 jours, il faut bien se mettre en tête que c'est un cycle moyen. En aucun cas, ce n'est un cycle normal. Un cycle normal, sa durée est entre 25 et 35 jours. Donc, on va raisonner quand même sur une moyenne, c'est important. Donc, on a découpé ici le cycle de 28 jours en 2 phases, une phase folliculaire et une phase lutéale, en supposant que l'ovulation arrive au 14e jour, ce qui est très rare, parce que même quand une femme a des cycles de 28 jours, précisément, l'ovulation peut parfois être un petit peu décalée. En tout état de cause, on voit ici ce qui se passe au niveau des hormones, au niveau de la température basale, au niveau donc du follicule et au niveau de la muqueuse utérine. Et qu'est-ce qu'on voit? Donc déjà, ce balai, on va dire, hormonal est sous les ordres, on va dire, du couple formé par l'hypothalamus et l'hypophyse. Donc l'hypothalamus qui va sécréter la GnRH, qui va venir stimuler donc l'hypophyse, qui elle va sécréter donc FSH et LH. La FSH, elle va venir stimuler en fait nos follicules qui sont au sein de nos ovaires pour les faire maturer. Et ces follicules vont commencer à sécréter donc des œstrogènes, on le voit ici, avec la montée ici progressive, ici en gris. Et par un système de rétrocontrôle négatif, va signaler effectivement à l'hypophyse qu'il y a assez d'œstrogènes. Et donc ça va entraîner une libération de LH, qui est l'hormone lutéinisante qui va permettre donc de faire éclore quelque part ce follicule, enfin cet ovocyte du coup, qui va du coup sortir du corpus lutéum, qui va être récupéré par les trompes de Fallope. Et ce moment de l'ovulation et cette sécrétion de progestérone qu'on voit ici, avec ce pic, c'est cette hormone qui va avoir un effet thermogène et qui va engendrer une hausse de la température. Et ça va se maintenir pendant toute la durée de cette phase lutéale, où donc ce petit ovule attend cette fameuse rencontre avec le spermatozoïde. Et donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de la muqueuse utérine pendant tout ce temps-là? Eh bien, on est en train de construire un petit nid bien douillet. Et donc, les hormones vont faire proliférer la muqueuse de l'endomètre pour que cet ovule, s'il est fécondé, puisse venir s'y implanter et donc puisse avoir tout ce dont il a besoin pour croître. Et si effectivement, il n'y a pas de grossesse détectée, eh bien, le corps s'en rend compte. Il y a effectivement une chute brutale des hormones, ce qui va engendrer effectivement l'arrivée des règles. Donc ça, c'est de manière très schématique et très simplifiée comment se déroule le cycle. Et on verra que les œstrogènes et la progestérone ont également d'autres effets sur le corps. Ça ne sert pas que pour, entre guillemets, la procréation. Les œstrogènes vont jouer sur énormément de choses, nous allons le voir. La progestérone aussi. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'un cycle qui se passe bien, c'est un cycle dans lequel on a un niveau d'œstrogène qui est équilibré par rapport à la progestérone. C'est comme une balance qui doit être en permanence équilibrée. Alors,
c'est pas tout à fait une balance, on verra plutôt que c'est un rapport finalement entre le niveau des oestrogènes et de la progestérone, mais pour simplifier, retenons que c'est une balance. Si effectivement il y a trop d'œstrogènes, ça va engendrer des problématiques, certaines qui vont être très typiques. Et s'il n'y a pas assez ou trop de progestérone, là aussi, ça va engendrer d'autres problématiques. Et c'est surtout ça qui est finalement à l'origine, vous le verrez, à la fois du syndrome prémenstruel, mais d'autres problématiques. Alors, il y a différents types de ménopause. On parle souvent de la ménopause naturelle, et c'est de ça dont on va parler ce soir. Donc, qui arrive, comme je vous le disais, à peu près à l'âge de 51 ans, mais elle peut arriver un peu avant, un peu après, notamment si une femme est en insuffisance ovarienne précoce. Donc ça, c'est un épuisement, on va dire, précoce de cette réserve de follicules qui arrive avant l'âge de 40 ans. Donc là, on est effectivement dans un cadre de ménopause précoce. L'hystérectomie, donc qui est une intervention qui peut être soit totale, où on va retirer l'utérus d'une femme, par exemple, et ses ovaires, dans certaines pathologies, ou alors elle peut être partielle, c'est-à-dire qu'on va laisser les ovaires, mais on va retirer l'utérus, par exemple en cas de fibrome. Mais on sait aussi que, par exemple, quand on laisse normalement les ovaires et qu'on retire uniquement l'utérus, que, en théorie, les ovaires continuent de sécréter donc, des hormones. Donc, c'est déjà très compliqué pour une femme qui a subi une hystérectomie de savoir à quel moment arrive cette ménopause. Et on s'est rendu compte aussi, et ça, c'est les études qui le montrent, qu'en général, une femme qui a eu une hystérectomie partielle rentre en ménopause 2 ans avant la moyenne des femmes. Donc, il y a quand même un impact aussi ici. Et puis, il y a la ménopause médicamenteuse, donc là, que certaines femmes, on va dire, subissent. Si, par exemple, elles ont une endométriose sévère, donc on va leur donner des traitements pour les mettre en ménopause artificielle, le temps d'avoir un certain répit. Ou encore certaines femmes qui ont des cancers ou ce genre de choses, on leur donne là aussi des traitements pour éviter donc le cycle qui va avoir un effet là aussi sur la croissance tumorale. Alors, l'équilibre hormonal au cours des différentes étapes de la vie de la femme, ça, c'est une diapo qui est assez intéressante pour bien comprendre pourquoi on dit souvent que la ménopause, finalement, c'est une seconde puberté. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, on a en rouge l'estradiol, donc, entre guillemets, les œstrogènes, je simplifie, et cette progestérone qui est en bleu. Et là, on a évidemment donc les différents âges de la vie de la femme et on voit un petit peu ce qui se passe. Donc, on voit que cette mécanique du cycle et puis tout ce réveil hormonal se met en place ici au moment de la puberté. Et on voit qu'à cette période, les œstrogènes sont dominants par rapport à cette progestérone. Cette progestérone, on la sécrète uniquement quand on ovule. On en sécrète un tout petit peu aussi via quelques tissus nerveux, mais c'est vraiment absolument rien du tout. Donc, la majeure partie de cette progestérone est sécrétée au moment de l'ovulation. Donc, on voit qu'au moment de la puberté, c'est plutôt les œstrogènes qui vont être dominants. Ensuite, quand la femme a son cycle de manière très régulière, on voit qu'il y a cette alternance œstrogène, progestérone, comme on l'a vu dans la diapo précédente, liée au cycle naturel. Et puis, qu'est-ce qui se passe vers l'âge de 40 ans? Eh bien, on voit que ça commence un petit peu à dérailler. Qu'est-ce qui se passe? Les œstrogènes vont être dominants. Pourquoi? Parce que, souvenez-vous, ce sont l'ovulation, en fait, donc c'est-à-dire nos follicules, qui permettent, quand ils maturent et qu'il y a ovulation, cette sécrétion de progestérone. Et avec l'âge, eh bien, ces follicules sont un petit peu moins vigoureux, on va dire. Et donc, la progestérone qui est sécrétée et qui en découle va être beaucoup moins qualitative et beaucoup moins quantitative. C'est là où on va commencer à avoir, par exemple, des irrégularités du cycle, avec le cycle qui rallonge, qui raccourcit, ça commence à cafouiller. C'est lié effectivement à cette synthèse de progestérone qui peut ne pas durer assez longtemps dans le temps et qui va être influencée par de nombreux facteurs. Et donc, on va se retrouver un peu dans la même configuration, c'est-à-dire des œstrogènes qui sont dominants et qui ne sont pas compensés par un niveau suffisant de progestérone. Et donc, on va retrouver un petit peu les mêmes symptômes que la puberté. Au départ, on peut avoir des règles qui vont être plus abondantes en période de préménopause, on va en reparler. On va avoir les troubles de l'humeur, les troubles un peu dépressifs aussi, d'irritabilité. Il peut y avoir aussi une prise de poids. Et tout ça, c'est aussi lié un petit peu à ça. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes, par exemple, qui ont une ado à la maison et qui vivent sa puberté, et si elles-mêmes vivent leur ménopause en même temps, souvent, ça fait un petit peu des étincelles, parce qu'il y a beaucoup de parallèles, finalement, entre ces deux périodes. Ici, donc, je vous ai mis un petit peu la réalité de ce que je vous disais tout à l'heure. Je vous disais, un cycle qui se passe bien, c'est un cycle dans lequel on a des œstrogènes qui sont équilibrés par rapport à la progestérone. Dans les faits, ce n'est pas tout à fait ça, c'est plus un rapport entre ces deux hormones. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On a les œstrogènes qui sont en rouge et la progestérone qui est en vert. Donc, vous voyez que la progestérone, elle est beaucoup plus importante finalement que les œstrogènes. Mais ici, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est que le niveau de la progestérone, comme vous le voyez, il chute bien avant celui des œstrogènes, qui va chuter beaucoup plus tard. Donc, on va se retrouver, les œstrogènes vont se retrouver dominants
par rapport à cette progestérone. Et ça va être un gros enjeu au moment de la préménopause, c'est-à-dire dès 35-40 ans. C'est-à-dire que la ménopause, elle commence dès 35-40 ans, on commence à avoir les premiers signes. Et ça va s'exacerber au fil de l'eau. Et ça va s'exacerber en partie parce qu'on va avoir en deuxième temps cette baisse des œstrogènes, là aussi, qui vont engendrer des troubles très caractéristiques. Pour remettre ça sur un schéma avec une échelle de temps, donc 40 ans, 60 ans, on a cette période de préménopause, comme je vous disais, qui commence dès 40 ans. La périménopause, c'est tout ce qui concerne l'approche de cette période de ménopause. On va vraiment constater une absence de cycle de 12 mois consécutifs. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle la périménopause. Et on la repère facilement parce que c'est là où le cycle commence un petit peu à cafouiller. Donc je vais vous remettre entre guillemets, un peu les signes par période pour que vous les ayez en tête. Et puis, la ménopause, c'est un constat. C'est-à-dire qu'on va constater à un moment donné que ça fait 12 mois qu'une femme n'a pas eu ses menstruations. Donc, ça n'arrive pas en un claquement de doigts. C'est vraiment un processus qui est progressif et encore une fois, qui commence très tôt. Et ensuite, alors la post-ménopause, j'ai gardé ce terme, mais ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'on est en ménopause ensuite pour le reste de sa vie. Et là aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va s'arrêter. C'est qu'avec l'allongement de l'espérance de vie, une femme va passer autant de temps en période reproductive qu'en période ménopausique. Donc ça aussi, c'est vraiment important de l'avoir en tête parce qu'il va y avoir beaucoup de choses à mettre en place. Pour vous rappeler un petit peu, donc là encore, c'est les signes très caractéristiques, c'est pour qu'on les retienne bien. Entre 45 et 50 ans, préménopause. Donc en général, les cycles sont assez réguliers encore, mais on va avoir des seins qui vont être douloureux et gonflés avant les règles. On va supporter beaucoup moins bien les graisses et l'alcool. Buvez un verre ou deux, puis ça y est, vous êtes déjà un petit peu pompette, alors que d'habitude, bon, il en faut un petit peu plus. On va avoir beaucoup plus de mal à métaboliser tout ça. On va avoir des fibromes, des kystes aux ovaires. Pourquoi? Parce que les œstrogènes, ce sont des hormones prolifératives. Et comme je vous disais tout à l'heure, donc les œstrogènes sont là et la progestérone, elle commence à baisser dès l'âge de 40 ans. Donc, qui dit plus d'œstrogènes dit plus, c'est-à-dire donc des fibromes, des kystes. On peut avoir de l'endométriose qui se met à progresser ou à flamber, des règles qui vont être effectivement beaucoup plus abondante, la libido qui va être en baisse aussi, la prise de poids, donc on prend du poids sans manger plus, donc ça aussi, il y en a plein qui ne vous croiront pas, moi je vous crois, je sais que c'est vrai, c'est possible. On peut se retrouver vraiment gonflé de partout, des cuisses, du ventre, de la poitrine, on dort mal. Il faut savoir que c'est une femme sur deux, je crois, après 40 ans qui déclare mal dormir et avoir des troubles du sommeil, donc ça c'est une plainte qui revient beaucoup. Et puis tout ce côté irritable, anxieux, d'agressivité, etc. Et en période de ménopause, donc là, c'est les œstrogènes qui baissent. Et là, on va avoir la perte de cheveux, les trous de mémoire, les troubles de l'humeur. On peut se sentir déprimé, sensible au stress, les troubles digestifs. Et on va voir comment c'est quoi le lien entre les œstrogènes et toutes ces problématiques. Des ongles qui vont être beaucoup plus cassants. On peut avoir aussi une pilosité plus importante, des troubles métaboliques qui peuvent se déclencher, d'où la prévention qui est ici hyper importante. Les douleurs musculaires et articulaires, les troubles circulatoires, les jambes lourdes, la cellulite, les cystites à répétition. Là aussi, il y a des explications très logiques à tout ça. La prise de poids qui va vraiment se localiser au niveau du ventre, les mastoses, une poitrine aussi plus flasque en fait, de la fatigue et une peau plus fine ou qui va se rider beaucoup plus facilement. Donc encore une fois, là l'idée c'est de grossir un peu le trait pour que vous puissiez voir un petit peu vous où vous en êtes dans ces différentes étapes et quels sont un petit peu les signes que vous pouvez avoir. Encore une fois, une femme ne va pas tout avoir. Encore une fois, on a souvent quelques signes qui vont être plus ou moins marqués. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'ici, on va avoir beaucoup de choses en plus du fait de ce côté prolifératif des œstrogènes et ici, beaucoup de choses en moins. C'est-à-dire là, ici, c'est plus les règles abondantes, les seins qui gonflent, la prise de poids, la rétention. Et ici, c'est plus des choses où on perd en élasticité, on perd en énergie, etc. Et là, je voudrais vraiment faire un gros focus sur la baisse des œstrogènes en cette période, on va dire, de ménopause, quand on approche effectivement la cinquantaine et qu'on rentre effectivement en ménopause. On va avoir un arrêt de la production des œstrogènes par les ovaires. Mais il va rester une petite production résiduelle par le tissu adipeux notamment. C'est d'ailleurs pour ça que les femmes ont tendance à prendre du poids. Votre corps cherche à ce que vous ne manquiez de rien. Donc, il cherche à compenser finalement ce qui ne va plus être produit par les ovaires, par le tissu adipeux, qui va lui pouvoir produire des œstrogènes via l'aromatase, qui est un phénomène enzymatique assez particulier chez la femme, mais qui permet quand même une production d'œstrogènes, mais pas le même type d'œstrogène que celui qui est produit par les ovaires. Et en fait, les œstrogènes, ils régulent la température corporelle de l'organisme. Ils vont agir aussi sur le microbiote intestinal, mais aussi sur le microbiote vaginal.
Ils vont agir aussi sur la lubrification, sur la répartition des graisses aussi dans le corps, sur le développement de la glande mammaire à la puberté, mais aussi à la lactation lors de la grossesse, mais aussi au moment de la ménopause. On va avoir la sensation d'un sein qui va se vider un petit peu, d'être beaucoup plus flasque. Ça va jouer sur l'humeur, ça va jouer sur la production de collagène, donc la peau, les cheveux, les ongles. Mais aussi, ça va réguler le cholestérol, les plaques d'athérome, on va en reparler, et ça joue aussi beaucoup sur la densité osseuse. Donc, quand vous voyez un petit peu ce tableau, vous vous dites, bah oui, mais donc, potentiellement, voilà un petit peu les risques auxquels finalement les femmes peuvent être exposées au moment de la ménopause. Et le gros problème, c'est que non seulement on n'en parle pas assez, on ne fait pas assez de prévention, mais qu'il y a aussi des choses à mettre en place pour effectivement passer ce cap le mieux possible. Donc, on va parler un petit peu maintenant de la partie solution, mais je vais quand même aussi vous faire des rappels pour vraiment faire les liens. Alors, il y a un pilier qui est indispensable, qui est sous-estimé de manière générale dans la santé globale, c'est la place de l'alimentation. C'est-à-dire que souvent, on vient à l'alimentation quand on a tout essayé, alors que c'est par là qu'on devrait commencer. En fait, nous sommes ce que nous mangeons, littéralement. En fait, on est sur tout ce qu'on digère. C'est là où le microbiote est hyper important. Mais je vous ai mis quelques points d'attention. Alors, ce qui se passe, comme je vous l'ai dit au moment de la préménopause, mais aussi de la quarantaine, c'est qu'on a une baisse du métabolisme de base, déjà de fait. Et puis, cette baisse d'œstrogène va modifier là aussi la silhouette. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance à faire du gras et que même si on fait du sport, eh bien, on va avoir beaucoup plus de mal à construire du muscle. Donc, on va avoir effectivement une silhouette qui va un petit peu se transformer. Et face à tout ça, les femmes ont souvent le réflexe de faire des régimes, et souvent des régimes hypocaloriques. On va réduire ses apports caloriques en se disant que si on a un métabolisme qui est là et qu'on mange ça, on va forcément perdre du poids parce qu'on perd un déficit. Ça marche à peu près tout le temps, sauf à partir de la quarantaine où ça marche moins bien. D'ailleurs, certaines d'entre vous l'auront peut-être remarqué, c'est beaucoup plus difficile de perdre du poids après 40 ans qu'à 20 ans. Donc, on se met à faire des régimes hypocaloriques qui vont entraîner des carences, macronutritionnelles déjà, micronutritionnels ensuite, donc des vitamines, des minéraux qui sont essentiels au bon fonctionnement de l'organisme et aussi de la thyroïde, qui est un point très important au moment de la ménopause. La peur du gras, on pense que le gras fait grossir, alors qu'en fait c'est le sucre qui fait grossir. Quand on regarde l'impact de l'index glycémique du gras par rapport au sucre, c'est bien le sucre qui engendre effectivement la plus grande variation de glycémie. Il y a les aliments transformés qu'on consomme quand même beaucoup de manière générale, les aliments à index glycémique élevé, le sucre et l'alcool qui sont un petit peu omniprésents dans l'alimentation, même quand on cherche à les éviter, en tout cas pour le sucre, puisqu'on va le retrouver dans des aliments dans lesquels il n'a rien à faire et souvent c'est écrit tout petit. Donc qu'est-ce qu'il faut faire déjà au moment, on va dire à partir de 40 ans, c'est vraiment d'essayer de modifier son alimentation, de manger plus mais mieux. Et c'est tout à fait possible de perdre du poids en mangeant plus, mais en mangeant mieux. C'est-à-dire qu'on va essayer de lisser au maximum la glycémie pour éviter que le pancréas sécrète trop d'insuline, puisque l'insuline, c'est une hormone de stockage. Donc, plus on a une glycémie qui, on va dire, varie, plus on sécrète d'insuline et plus on stocke. Et donc, l'idée, c'est d'aller plutôt sur une approche IGBA, où on va consommer des aliments qui entraînent finalement une faible variation de glycémie. L'idée, c'est aussi de consommer de bonnes sources de matières grasses. Là encore, tous les gras, toutes les matières grasses ne se ressemblent pas. Il y en a des bonnes, des moins bonnes, des favorables. Dans l'idée, il faut manger varié et de tout, de manière équilibrée, mais surtout ne pas avoir peur du gras. Parce que là encore, on en a besoin pour nourrir les tissus, nourrir les muqueuses, mais aussi pour l'aspect protecteur de certains acides gras, comme notamment les acides gras oméga 3. Le but, c'est d'essayer de cuisiner des produits qui soient le plus bruts possible, de réduire le sucre et l'alcool, d'autant plus que les femmes vont aussi perdre un petit peu de capacité à métaboliser l'alcool et consommer là aussi suffisamment de protéines. Alors ça, je vais vous en reparler à plusieurs reprises, les protéines, parce que globalement, les femmes n'en consomment pas assez et ça va être une des sources de la perte de cheveux, mais aussi des troubles dépressifs. Et là aussi, il y a de nombreuses études, parce qu'on en a besoin pour fabriquer de la dopamine, on va en reparler, mais il faut consommer suffisamment de protéines et aussi pour conserver une bonne masse musculaire et une jolie silhouette. Donc ça, c'est vraiment, tout se passe dans l'assiette et c'est vraiment par là qu'il faut commencer. Ensuite, on a un deuxième pilier, c'est l'activité physique. Et là encore, on n'en parle pas assez. Donc, le moment de la préménopause et de la ménopause, c'est le bon moment de redevenir active si vous ne l'étiez pas. Ou en tout cas, si vous l'étiez, peut-être de vous entraîner différemment parce que là encore, l'impact de ce que vous pouviez faire jusqu'à maintenant ne va plus avoir les mêmes effets.
comme je vous le disais tout à l'heure, on a une baisse du métabolisme. On va avoir une modification de la répartition de la masse grasse et de la masse musculaire. Là encore, vous pouvez par exemple avoir gardé exactement le même poids, mais vous rendre compte que votre silhouette n'est plus la même. C'est-à-dire qu'on va avoir des endroits qui vont être un peu plus flasques et qu'on va avoir beaucoup plus de mal à muscler. L'organisme va être moins anabolique, c'est-à-dire qu'encore une fois, si on fait du sport, de la musculation, on va avoir du mal à fabriquer du muscle. Et l'idée, c'est qu'on va avoir aussi une augmentation des problématiques cardiaques. Donc, c'est des points d'attention qu'il faut vraiment avoir pour cet item-là. Donc, les actions à privilégier, c'est vraiment d'essayer de continuer de pratiquer une activité physique ou d'en reprendre une si vous n'étiez pas active, mais surtout de ne pas faire uniquement du cardio. Et là aussi, c'est une grosse erreur qui est encore faite. Alors, aux États-Unis, ils l'ont compris depuis un petit moment, mais nous, c'est seulement en train d'arriver chez nous. Le cardio, c'est très bien, effectivement, parce que ça fait travailler le cœur principalement. Mais si on veut conserver une jolie silhouette, éviter l'ostéoporose aussi, dont on parlera, c'est très important de se mettre à la musculation. C'est la seule façon de fabriquer du muscle, on va dire, de manière assez importante dans un laps de temps assez court, mais surtout aussi de travailler donc, sur les os, puisque quand on travaille les muscles qui sont attachés sur les os par des ligaments, les tendons, etc., ça crée des micro-traumatismes en fait, sur les os qui du coup vont se réparer en permanence, et ça solidifie aussi beaucoup les os. Donc ça, il y a des petits sports d'impact aussi, si vous pouvez en faire, c'est très important. Et puis surtout, la marche, là aussi, on est de plus en plus sédentaire, je crois que c'est un secret pour personne. C'est l'Observatoire de la sédentarité qui dit que la sédentarité, finalement, tue plus que le tabac aujourd'hui. Donc, c'est très important d'essayer de faire ces 10 000 pas par jour. C'est un peu comme se brosser les dents. Ça doit faire partie, finalement, de notre hygiène quotidienne. Et enfin, on a le stress chronique. Donc là aussi, je pense que c'est pas un secret. En tout cas, il y a vraiment un impact du stress sur la synthèse, en tout cas ici, de progestérone. Donc, je vous disais tout à l'heure, à partir de 35-40 ans, la progestérone, elle commence à baisser. Et en fait, il y a plein de facteurs qui viennent jouer sur cette progestérone, en plus de cette baisse naturelle. On a notamment l'impact du stress, notamment du cortisol, qui est l'une des hormones du stress, et qui a exactement le même précurseur que cette progestérone. Ce précurseur s'appelle la prégnénolone. Et donc, quand on est en état de stress chronique, il faut savoir que le stress, en fait, a toujours la priorité, surtout dans l'organisme. Et donc, le cortisol va venir détourner cette prégnénolone pour fabriquer encore plus de cortisol, de sorte qu'il n'en reste pas suffisamment pour fabriquer un niveau suffisant de progestérone. Et donc, on va se retrouver dans un cas un petit peu aggravé. On a déjà donc, nos œstrogènes qui sont normatifs, notre progestérone qui a tendance à baisser, et si on est stressé, eh bien, cette progestérone, elle va encore plus baisser. Donc, on va se retrouver en dominance œstrogénique ou en hyperœstrogénie. Et ça va exacerber tous les symptômes que je vous ai montrés tout à l'heure. On a également l'impact du stress sur les surrénales. Donc, les surrénales, ce sont deux petites glandes qui sont situées juste au-dessus des reins, qui fabriquent en partie les hormones du stress, mais pas que. On a les minérales glucocorticoïdes, etc. Et en fait, ces surrénales, elles sont très importantes au moment de la ménopause, comme je vous le disais tout à l'heure, dans le sens où, quand il y a un arrêt de la production des œstrogènes par les ovaires, on va avoir le tissu adipeux qui va prendre en partie le relais. Ce n'est pas le même type d'œstrogène et pas dans les mêmes proportions. Et ça, si on est stressé, c'est quelque chose qui peut être exacerbé. Et donc, on a le tissu adipeux qui flambe et on se retrouve avec une prise de poids, principalement du gras, et on ne sait pas d'où ça sort. C'est sorti comme ça en quelques mois. Et donc, il y a évidemment un impact du stress aussi sur le poids, bien sûr, sur les prises alimentaires, etc. Donc, l'idée ici, c'est vraiment d'identifier les sources de stress dans son quotidien, d'essayer de prendre du recul, de se réorganiser et surtout de prioriser son sommeil. On a fait une conférence sur le sommeil il y a quelques mois de ça, que vous pouvez retrouver en replay justement sur le site de la Drôme et que je vous invite à regarder parce que là aussi, avant d'aller prendre une plante ou quelque chose, il y a énormément de paramètres à optimiser, rien que dans son environnement, dans son assiette, etc., pour favoriser un sommeil de qualité. Alors, on va commencer un peu à rentrer dans le vif des solutions en parlant d'une thématique qui, je crois, concerne beaucoup de femmes. Ce sont les fameuses bouffées de chaleur et les sueurs nocturnes. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, le mécanisme des bouffées de chaleur, on ne le connaît pas entièrement. Sinon, vous doutez bien qu'on aurait inventé quelque chose pour les contrer. Or, ce qui existe aujourd'hui, ça ne marche pas à tous les coups, justement parce qu'on ne connaît pas exactement ce mécanisme. Ce qui a été identifié, c'est que la baisse des œstrogènes, elle perturbe l'hypophyse, donc qui est notre centre de thermorégulation, et que l'hypothalamus perturbé va réagir en faisant, en gros, comme si la température était élevée. Et donc, ce qui se passe, c'est que le cerveau va envoyer un message pour activer des mécanismes de refroidissement du corps, et ces mécanismes vont se mettre en place.
par la transpiration, par une accélération du rythme cardiaque, la dilatation des vaisseaux sanguins et l'apparition de ces fameuses bouffées de chaleur ou sueurs nocturnes. Alors, ce qu'il faut savoir, là encore, avant de parler des solutions aromas ou autres, c'est que chaque femme a ses propres déclencheurs de ces bouffées de chaleur. C'est-à-dire que certaines vont être sensibles à l'alcool, d'autres, ça va être la caféine ou encore les produits laitiers. Pour d'autres, ça va être les aliments chauds ou épicés, les sucres raffinés, le tabac ou encore le stress. Et donc, c'est hyper important déjà, avant d'aller sur une solution, de se demander un petit peu qu'est-ce qui, chez vous, peut occasionner ces bouffées de chaleur et d'essayer de faire des liens. Et la petite astuce, c'est d'essayer de tenir un journal de ces bouffées de chaleur, de noter pendant quelques jours ce qu'on mange, ce qu'on boit, ce qu'on fait, et à quel moment interviennent ces bouffées de chaleur, en utilisant par exemple une échelle de 1 à 10 pour noter un petit peu leur intensité et de noter dans cette journée leur fréquence. Vous faites ça pendant 5 à 10 jours, et ensuite vous revenez dessus et vous regardez un petit peu s'il y a des choses qui reviennent. Est-ce que vous veniez de prendre un café avant ou quelque chose de sucré? Est-ce qu'il y a eu une boisson chaude? Et donc ça permet déjà d'identifier un petit peu vos bouffées de chaleur et du coup d'agir dessus. Ensuite, dans les solutions, on va dire un petit peu plus pratiques, on va avoir l'aromathérapie et notamment l'huile essentielle de sauge sclarée qui est un réflexe qui est assez connu chez les femmes puisque la sauge sclarée a des propriétés œstrogène-like. Donc, c'est pour ça qu'elle est aussi déconseillée chez les femmes en cas d'antécédents personnels ou familiaux de cancer hormonodépendant. Dans ces cas-là, il ne faut pas la prendre. Pour autant, si on n'est pas dans cette configuration, on va pouvoir prendre 2 gouttes sur un comprimé neutre en période de préménopause 2 à 3 fois par jour du 7e au 21e jour du cycle, en se basant sur un cycle de 28 jours, ou en cas de ménopause, donc 3 fois par jour pendant 20 jours avec une pause d'1 semaine par mois. Donc ça peut vraiment aider à soulager, apaiser et du coup réduire en intensité et en fréquence les bouffées de chaleur. Ensuite, on a une synergie qui peut être intéressante en application cutanée où on va mélanger de la sauge sclarée avec effectivement de l'hélicryse italienne, le lentisque pistachier, là aussi qui va être déconseillé pour le coup en cas d'antécédents personnels ou familiaux de cancer hormonodépendant. Et on va diluer ça dans une huile de calophylle qui va être qui va avoir une bonne action circulatoire et on va masser le plexus solaire mais aussi le bas du dos 2 à 3 fois par jour pendant 20 jours. Et ça peut aussi aider à soulager, apaiser ces fameuses bouffées de chaleur. Il y a un réflexe aussi très simple, vous l'avez là avec vous. Ça aussi, ça peut être intéressant de pulvériser un hydrolat de menthe poivrée quand vous sentez cette bouffée de chaleur arriver sur le buste, sur le cou, sur les avant-bras. Ça donne un petit côté fraîcheur et parfois ça permet de faire retomber un petit peu l'intensité de cette bouffée de chaleur. Donc ça, on peut le faire. Et puis, on peut aussi le prendre en interne, on va dire en boisson, dilué mélangé avec un hydrolat d'amandelys. Mais là, il est important de prendre des hydrolats de qualité alimentaire, ce qui n'est pas le cas ici pour la Drôme sur ces 2 hydrolats. Ils ne sont pas en qualité alimentaire, mais en qualité cosmétique. Et ensuite, on a la phytothérapie, donc là, l'alchimie qui peut être intéressante, 20 à 25 gouttes diluées dans un verre d'eau de 20 centilitres 3 fois par jour pendant 3 semaines. Donc, l'idée, ce n'est pas de tout mettre en place d'un coup, mais d'y aller peut-être progressivement, d'essayer peut-être le comprimé avec la sauge, de tester, de voir ce que ça peut effectivement engendrer comme réaction, et puis voilà, d'y aller progressivement, de voir un petit peu ce qui vous parle et de tester pendant quelques temps. La prise de poids et la cellulite, donc comme je vous disais tout à l'heure, on a la baisse du métabolisme, on va avoir l'impact des œstrogènes sur la répartition du tissu adipeux, tout ça va être modifié. On a l'impact de l'acte cortico-surrénalien, donc sur la prise de tissu adipeux, ce que je vous disais, et puis surtout aussi une baisse de sensibilité des cellules à l'action de l'insuline. Donc ça, c'est quelque chose qui est très bien documenté aussi. Donc on sait qu'effectivement, c'est ce qui engendre cette prise de poids sans forcément manger plus, c'est qu'en fait, nos cellules vont être moins sensibles à l'action de l'insuline. Donc l'insuline, pour rappel, c'est cette hormone qui est sécrétée par le pancréas quand la glycémie s'élève et qui va mettre en réserve quelque part un petit peu le surplus. Le problème, c'est que comme nos cellules deviennent un petit peu sourdes au message de cette hormone, le pancréas va devoir sécréter plus d'insuline pour avoir le même effet. Et plus on sécrète d'insuline, plus on stocke, plus on grossit. Je simplifie, mais l'idée est là. Donc, les actions à privilégier, c'est ici d'arrêter, mais on l'a, attendez, non, c'est bon ça. C'est d'arrêter effectivement les régimes hypocaloriques, ce qu'on a vu tout à l'heure, de baisser les charges glycémiques de l'alimentation, ne plus avoir peur du gras, encore une fois, ce n'est pas le gras qui fait grossir, c'est le sucre, de bouger et puis de soulever de la fonte et d'arrêter le cardio. Alors, j'ai mis volontairement, évidemment, pas arrêter le cardio, mais c'est vraiment se mettre à faire de la musculation, c'est hyper important.
Et aujourd'hui, on voit de plus en plus de femmes qui osent aller dans les salles de muscu, parce qu'il y a aussi ce côté, il faut oser y aller, on a peur de se faire embêter. C'est un milieu qui est très masculin. Et en fait, il y a de plus en plus de femmes qui y vont. Il y a des clubs aussi, des fois, qui sont spécialisés exprès pour les femmes. Il y a de plus en plus de cours aussi dédiés aux femmes en période de préménopause, ménopause, avec des exercices bien ciblés. Donc ici, sur l'aspect solution, on va pouvoir travailler sur les pulsions de sucre, là aussi, qui sont souvent très, très nombreuses à cette période. Donc l'idée ici, ça va être d'utiliser la voie olfactive, donc en utilisant soit une huile essentielle de pamplemousse, de géranium rosa, de mandarine ou de cannelle. Donc on va pouvoir les respirer à même le flacon ou les diffuser, mais on peut aussi les prendre à raison d'une goutte de l'une ou l'autre sur un comprimé neutre 2 à 3 fois par jour pendant 3 semaines. Donc ça va permettre un petit peu d'apaiser les pulsions de sucre. On va pouvoir utiliser aussi l'huile essentielle de citron, là aussi sur un comprimé neutre 2 fois par jour sur 3 semaines. Alors ici, autant l'olfactothérapie, il y a pas mal d'études et de choses qui ont été faites, autant sur l'aspect, on va dire, un petit peu déstockage du citron, c'est un petit peu plus, comment dire, en tout cas, on n'a pas d'études pour le prouver. Ce qui est certain, c'est que le citron, il va avoir une action, en tout cas, qui peut être intéressante au niveau du foie. Et donc, comme on sait que le foie métabolise énormément les hormones, et notamment fait la détox des œstrogènes, ça peut être intéressant. On peut aussi se confectionner une huile anti-cellulite avec de l'huile de citron, de pamplemousse et de cèdre d'Atlas qui vont avoir des propriétés toniques cutanées, mais aussi circulatoires et décongestionnantes qu'on va pouvoir mettre en massage dans une huile végétale de calophylle et masser après la douche, par exemple, en faisant un petit mouvement de pelleté roulé. Ça peut être intéressant. Et c'est renforcé si vous pratiquez, par exemple, le brossage à sec avant. Au niveau des hydrolats, là encore, on va pouvoir utiliser l'hydrolat de menthe poivrée qui peut être intéressant, là aussi, pour apaiser un petit peu les pulsions de sucre. Et au niveau de la phyto, on a Drena Plus qui est ici, qui est donc une boisson. Hein, c'est un mélange de plantes à base d'extrait de thé vert qu'on va pouvoir diluer dans un litre d'eau et boire sur la journée. Donc, ça va favoriser effectivement l'élimination. Et puis, on a des infusions là aussi avec des plantes qui vont, entre guillemets, soutenir un petit peu les fonctions d'amincissement ou en tout cas d'élimination, comme le fucus, le bouleau, la bourdaine, la reine des prés et la cannelle. Donc là, ça peut être aussi intéressant d'augmenter en tout cas les apports hydriques et en tout cas de le faire en utilisant des plantes qui vont être indiquées. La perte de cheveux et les cheveux secs, donc là aussi c'est un gros sujet au moment de la préménopause et de la ménopause. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver comme cause principale? Déjà les carences macro et micronutritionnelles, comme je le disais tout à l'heure. Quand on pratique des régimes hypocaloriques, il y a forcément des carences, notamment celles en protéines, puisqu'encore une fois, au niveau des cheveux, on a besoin de kératine, ça fait partie des acides aminés qu'on va trouver dans les protéines. Mais il nous faut aussi du zinc, du fer, la vitamine B8 et la B12 qui sont essentielles. Et là encore, comme les femmes, de manière générale, ne consomment pas assez de protéines, ça peut être à l'origine de beaucoup de problématiques. Il y a des causes évidemment qui sont hormonales. Le stress, hein, c'est très courant effectivement de commencer à perdre ses cheveux ou d'avoir une perte de cheveux qui va être exacerbée après un stress. Mais on a aussi l'impact des œstrogènes, comme je le disais tout à l'heure, qui vont jouer sur la qualité de la peau, sur la qualité des cheveux. La thyroïde, donc là encore, il y a des liens qui sont très connus, mais pas encore suffisamment malheureusement. C'est que quand on a une dominance en fait en œstrogène, donc cette situation qu'on va retrouver au moment de la préménopause, parce qu'on a moins de progestérone et mécaniquement les œstrogènes se trouvent dominants, ça peut engendrer ou en tout cas déclencher des hypothyroïdies, puisque là aussi les œstrogènes influencent le métabolisme de la thyroïde. On a aussi l'insulinorésistance qui peut engendrer des problématiques. Et puis tout ce qui va être les soins cheveux, donc notamment les soins cheveux conventionnels, de par les perturbateurs endocriniens qui sont contenus dedans, mais aussi les traitements tels que voilà, les chauffages, séchages ou encore les traitements de coloration chimique. Donc, ce qui peut être important pour essayer de préserver une bonne masse capillaire ou en tout cas enrayer une chute de cheveux, premier axe, c'est l'assiette, comme je vous disais tout à l'heure, c'est de consommer assez de protéines. Il faut aller vers à peu près 1 gramme de protéines par kilo de poids par jour. Donc, pour une femme de 60 kg, essayez de viser les 60 grammes de protéines. Et 60 grammes de protéines, ce n'est pas 60 grammes de blanc de poulet. Dans 100 grammes de blanc de poulet, on va avoir à peu près entre 20 à 25 grammes de protéines. Donc, ça vous donne une idée un petit peu de ce qu'il faut consommer pour atteindre ce chiffre, sachant qu'il y a des protéines d'origine animale et des protéines d'origine végétale. Mais il faut essayer de privilégier un petit peu plus de protéines animales parce qu'elles rassemblent tous les acides aminés essentiels qui ne sont pas forcément contenus dans les protéines végétales, à moins de les assembler correctement. Ça peut être important aussi de faire vérifier la carence en fer et en zinc.
D'autant plus si on est passé par une phase de préménopause avec des règles très abondantes. Donc là aussi, on peut avoir des carences en fer, donc c'est important de vérifier ça. Et la thyroïde aussi, vérifier s'il n'y a pas effectivement une hypothyroïdie qui peut être franche ou fruste, ça dépend des cas. Pour les soins cheveux, essayez d'arrêter d'utiliser des produits conventionnels et d'aller vers des produits, on va dire, aux compositions plus saines, qui ne vont pas contenir de perturbateurs endocriniens. D'éviter tout ce qui est chauffage et séchage évidemment agressif, et puis d'aller vers des colorations naturelles. Donc là aussi, on a souvent beaucoup de préjugés sur la cosmétique bio. Ça, c'était peut-être vrai il y a 20 à 25 ans. Mais il faut savoir qu'il y a eu énormément d'efforts qui ont été faits de la part des fabricants. Et aujourd'hui, il existe de très bonnes colorations naturelles où on trouve vraiment que des plantes et rien d'autre, des poudres de plantes, et ça fonctionne très bien. Donc ici, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire effectivement pour contrer, on va dire, la perte de cheveux ou en tout cas traiter, soigner les cheveux secs? Donc on va pouvoir utiliser l'huile essentielle de cèdre de l'Atlas, par exemple, qu'on va diluer dans une cuillère à soupe d'huile de jojoba et qu'on va pouvoir appliquer, réparer au niveau du cuir chevelu et laisser poser une nuit. On va pouvoir aussi utiliser quelques gouttes d'huile essentielle, notamment le cèdre de l'Atlas ou le romarin cinéole, qui vont favoriser la microcirculation et qu'on va pouvoir mettre là dans une base de shampoing et l'utiliser comme shampoing au courant. Et puis là aussi, on peut renforcer un petit peu l'effet de tout ça avec un masque qu'on va laisser poser à base d'huile de ricin. C'est une huile qu'on utilise beaucoup dans le traitement des cheveux. Et on va ajouter de l'huile essentielle d'ylang-ylang et un petit peu d'huile d'olive si on a vraiment les cheveux secs. Et on va laisser poser 30 minutes. Si on peut, c'est mieux de laisser poser toute une nuit. Mais voilà, encore faut-il pouvoir le faire. Puis surtout, il faut prendre quelques précautions, bien sûr, puisque ça va tacher quand même la literie. Et surtout, quand je parle de vous laver les cheveux, il faut bien faire 2 shampoings, parce que sinon, vous allez avoir du mal à rincer le gras, on va dire, de l'huile. On peut aussi utiliser les hydrolats. Donc ça, c'est assez pratique puisque on les a en format spray. Donc, et se créer une lotion finalement anti-chute, notamment l'hydrolat de romarin qu'on va pouvoir utiliser ici, couplé à un hydrolat de menthe poivrée, et dans lesquels on va rajouter des huiles essentielles, donc là aussi de romarin et de menthe poivrée. On va mettre tout ça dans un flacon pulvérisateur et on va appliquer sur le cuir chevelu et surtout sur les zones qui vont être sujettes à la chute de cheveux. Et enfin, on a la phytothérapie. Donc là, on va être sur des extraits de plantes ici, comme ici, qui se prennent donc dans un verre d'eau. Et on va avoir des plantes reminéralisantes comme la prêle des champs ou la grande ortie, qui sont bien connues. Donc pour la prêle, on évitera de la prendre si on est allergique aux dérivés salicylés ou à l'aspirine, hein, puisque on va retrouver la même molécule. Et la grande ortie, qui va être une plante là aussi, voilà, très riche en minéraux. Et on a aussi une plante qu'on n'attend pas forcément ici pour la chute de cheveux, c'est l'extrait de saval. Le saval, c'est le palmier nain. C'est une plante qu'on utilise en général pour les messieurs, pour l'adénome bénin, on va dire, de la prostate. Et en fait, on a quelques études qui sont intéressantes ici sur le saval, et notamment chez les femmes qui vont avoir de l'alopécie androgénique. C'est-à-dire, donc, c'est une condition qui est en partie génétique à la base. Et en fait, on va avoir les follicules pileux qui vont être très sensibles en fait à l'action des hormones mâles, donc les androgènes. Et au moment de la ménopause, quand je vous parle des œstrogènes et de la progestérone, il y a aussi une autre balance à regarder, c'est les androgènes et les œstrogènes. Et quand on a effectivement une baisse des œstrogènes au moment de la ménopause, on peut se retrouver du coup avec un petit surplus d'androgènes. Et donc ça va exciter un petit peu ces récepteurs qui vont être situés à la base des follicules pileux. Et ça va accélérer en fait le renouvellement du cheveu et donc le faire tomber beaucoup plus vite. En fait, c'est une histoire d'une enzyme qu'on appelle la 5-alpha-réductase qui va venir un petit peu exciter la dihydrotestostérone. Et ça, c'est très embêtant parce qu'on se retrouve vraiment très affecté avec des pertes de cheveux très localisées qui sont très fortes. Donc, en général, dans la famille, il y a souvent des cas, mais en tout cas, c'est là où le saval peut être intéressant pour justement inhiber cette enzyme, cette 5-alpha-réductase, et éviter qu'il y ait une surexpression de cette dihydrotestostérone qui va accélérer la chute de cheveux. Donc là, on le prendra sous forme d'extrait de plante, c'est 20 à 25 gouttes dans un verre d'eau, 3 fois par jour pendant 3 semaines. L'idée, c'est de faire des cures sur 2 à 3 mois et de voir un petit peu ce que ça peut donner. Les solutions naturelles, c'est toujours important de se laisser un petit peu de temps pour que ça fonctionne. Ménopause depuis plusieurs années avec antécédents d'endométriose.
cyste lors de la ménopause, les plantes citées peuvent-elles être utilisées? Alors, quelle plante citer? Je pense que c'était la celle que je viens de faire. Le sabal? Si c'est pour la chute de cheveux, oui. Oui. Alors, j'ai un petit peu de... Alors, on va arriver là aussi sur un sujet qui touche de nombreuses femmes, alors de manière générale, mais ça peut être exacerbé là aussi au moment de la préménopause et la ménopause. Ce sont les cystites et les infections urinaires. Donc là encore, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a un lien entre les œstrogènes et évidemment ces cystites et les infections urinaires. Alors comment ça fonctionne? En fait, il faut savoir que quand on produit des œstrogènes, ça va, comment dire, ça va encourager la production du carburant finalement des lactobacilles, qui sont une catégorie de bonnes bactéries au sein de notre microbiote. Ça va produire du glycogène. C'est ce glycogène qui va nourrir en partie ces bactéries. Donc, comme il y a une baisse effectivement de la production d'œstrogène, eh bien, il y a une baisse du carburant. Donc, ça veut dire que les bonnes bactéries n'ont plus le bon carburant. Et dans nos intestins, mais aussi de peu importe l'endroit, parce qu'il n'y a pas que le microbiote vaginal ou intestinal, on a un microbiote sur la peau, il y en a d'autres ailleurs. C'est toujours un jeu de chaises musicales, c'est-à-dire qu'il y a toujours des bonnes et des mauvaises bactéries qui sont un petit peu concurrence et compétition. Donc en général, comme les bonnes sont sont surreprésentées, eh bien ça se passe bien, mais dès lors qu'il y a une petite problématique, eh bien les mauvaises peuvent prendre le dessus sur les bonnes et c'est ça qui crée pas mal de problématiques. C'est exactement ce qui se passe au moment de la ménopause. Il y a une femme sur deux qui va perdre une partie de son microbiote de manière générale au niveau vaginal. Et on peut aussi avoir les problématiques d'atrophie vaginale. Donc là encore, je vous disais, les œstrogènes vont agir sur les muqueuses, donc en retenant l'eau, en favorisant la production de collagène ou autre. Et ça joue aussi sur, sur les tissus, en fait. Et donc, ça peut engendrer cette atrophie vaginale, qui est très douloureuse par ailleurs. Donc ici, conseil de bon sens, c'est effectivement de bien s'hydrater, d'avoir une bonne hygiène, mais sans excès. Là aussi, il y a beaucoup de femmes qui pratiquent une hygiène excessive. Et ça peut effectivement altérer aussi le microbiote. L'émission régulière, éviter aussi ce qu'on appelle les irritants, en tout cas tout ce qui va être caféine, alcool, aliments épicés, et de porter des sous-vêtements en coton bio si possible. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place comme solution ici? Donc, on a en première intention l'huile essentielle de niaouli, qui peut être intéressante, ou la sarriette des montagnes. Donc, ce sont des antibactériennes à large spectre, donc ça peut être intéressant ici. Donc, une goutte sur un comprimé neutre dans une cuillère à café d'huile végétale, huile d'olive, si on a que ça sous la main, c'est très bien. 4 fois par jour pendant 5 jours. Mais là où je veux insister, c'est qu'en fait, les cystites et les infections urinaires de manière générale, il ne faut pas se tromper. C'est-à-dire que l'idée, c'est quand même d'avoir un diagnostic à la base, de savoir si effectivement il y a une présence de bactéries ou non. On peut avoir des cystites claires, c'est-à-dire qu'on a tous les symptômes et les signes de la cystite, mais quand on va faire l'examen cytobactériologique des urines, on ne va pas retrouver présence de bactéries. Souvent, c'est Escherichia coli, il y en a d'autres. Donc, ces solutions, elles s'adressent plutôt à ce type de cystite, des cystites dites, entre guillemets, claires, où on va avoir effectivement tous ces symptômes, mais sans forcément la présence de la bactérie. Sinon, il faut passer effectivement par le médecin avec le traitement approprié, puisqu'une cystite qui va être mal soignée, ça peut dégénérer en pyélonéphrite, et là, c'est une urgence qui est absolue. Donc la cystite, encore une fois, c'est très courant. En général, on la repère assez facilement. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est aussi compliqué d'avoir accès à un médecin très vite pour avoir le bon antibiotique. C'est tout un sujet. Donc malheureusement, il y a aussi beaucoup d'automédication puisqu'on ne peut pas faire autrement. Mais en tout cas, encore une fois, les conseils ici, c'est vraiment pour la cystite dite, entre guillemets, claire. On peut utiliser aussi l'huile essentielle de titri en massage, où on va diluer 3 gouttes dans une cuillère à café d'huile végétale et masser sur le bas-ventre, là aussi, 2 fois par jour pendant 2 semaines, pour être sûr effectivement de retrouver un bon fonctionnement. On a la propolis aussi, qui est un petit trésor des produits de la ruche qu'on peut utiliser dans une boisson, qui a des propriétés immunostimulantes, 3 fois par jour, donc là ici pendant 3 semaines. Et au niveau des hydrolats, on peut utiliser là aussi l'hydrolat de titri, donc en qualité alimentaire, je reprécise bien, où on va diluer dans une boisson et qu'on va boire sur la journée pendant à peu près 3 semaines pour essayer d'éviter effectivement ces récidives. En phytothérapie, on a une plante qui est hyper intéressante, c'est la verge d'or ici, qui favorise le bon fonctionnement des voies urinaires. On va l'utiliser en interne, en 20-25 gouttes dans un verre d'eau, 3 fois par jour pendant 3 semaines. Et puis, il y a la tisane aussi qu'on peut boire tout au long de la journée. Et là aussi, qui contient des plantes qui ont été, on va dire, sélectionnées pour maintenir une bonne santé du système urinaire. Et
là aussi, alors je fais un petit rappel, j'en ai pas parlé, mais il y a aussi une importance d'une bonne alimentation, d'essayer de manger des fibres, à peu près 30 grammes par jour, ça c'est les recommandations. Pourquoi? Parce que les fibres, c'est riche en prébiotiques, et les prébiotiques, c'est entre guillemets un petit peu la nourriture, entre guillemets, de notre microbiote et de nos probiotiques. Donc l'idée, c'est d'associer les deux, les prébiotiques, des probiotiques. Et pour bien comprendre un petit peu tout ça, c'est qu'il y a une proximité immédiate entre le microbiote effectivement intestinal et le microbiote vaginal et urinaire. Et donc, favoriser un bon microbiote intestinal, c'est favoriser un bon microbiote vaginal et urinaire aussi. Les deux communiquent. Alors ensuite, on a la dépression et tout ce qui va être trouble émotionnel. Alors là aussi, c'est un gros volet qui concerne les femmes au moment de la préménopause et de la ménopause. On sait aujourd'hui qu'il y a un impact en fait de la baisse des œstrogènes sur les neurotransmetteurs. Alors les neurotransmetteurs, qu'est-ce que c'est? Ça paraît un petit peu compliqué, en fait ça n'est pas du tout. Ce sont des petites molécules biochimiques que notre corps produit. Donc il y a la dopamine, la sérotonine, la noradrénaline, l'acétylcholine, il y en a plein. Et ces molécules en fait, c'est un petit peu, comment dire, elles sont responsables de certains de nos comportements et elles vont réguler beaucoup de choses. On va avoir par exemple la dopamine. Donc la dopamine, qui comme son nom l'indique, c'est un peu le starter de la journée. Donc c'est ce qui nous permet de bien démarrer. Donc en général, quand on a un manque de dopamine, on va avoir un manque d'entrain, un manque de motivation. On procrastine beaucoup, on a des trous de mémoire. Voilà, on est un petit peu à côté de la plaque, entre guillemets. La sérotonine, elle, c'est un petit peu le côté bonheur, gestion des humeurs. Donc, quand on a un manque de sérotonine, on va être beaucoup plus irritable, beaucoup plus perméable au stress, à l'anxiété. On va avoir aussi des pulsions de sucre, des comportements addictifs. C'est très caractéristique. Et aujourd'hui, on sait que la baisse des œstrogènes au moment de la ménopause va modifier quelque part ces neurotransmetteurs. Et ça va même plus loin, parce qu'il y a plusieurs livres là qui vont sortir bientôt, où on sait qu'il y a aussi une modification au niveau du fonctionnement du cerveau. Ça a été prouvé dans le cadre du cycle et notamment du syndrome prémenstruel. Et là, sur la ménopause, il y a beaucoup d'auteurs là qui vont sortir des livres et des recherches. C'est des neurologues d'ailleurs qui ont fait ces recherches et qui montrent bien qu'il y a une modification de la plasticité ici neuronale aussi chez les femmes. On a aussi l'impact des bouffées de chaleur et des troubles du sommeil qui vont affecter là aussi notre niveau d'énergie et qui peuvent nous donner ce sentiment d'être déprimé, voilà, de ne pas être forcément très bien. Et puis le changement de l'image corporelle qui peut aussi affecter là aussi ce sentiment dépressif et engendrer des troubles. Donc là, il y a aussi l'impact de l'alimentation, encore une fois. Donc, par exemple, si on prend l'exemple de la dopamine, de la sérotonine, pour que ces neurotransmetteurs soient produits en quantité suffisante, il nous faut des acides aminés. Ces acides aminés, on va les trouver dans les protéines. Donc, c'est très important, effectivement, de consommer suffisamment de protéines et d'aller, par exemple, vers un petit déjeuner gras, salé, protéiné le matin. Ça fait toute la différence. De l'exercice physique aussi, qui va libérer des endorphines, donc des molécules du bien-être aussi, d'avoir une bonne gestion du stress. Et bien sûr, si les troubles persistent, il faut en parler, évidemment, avec le médecin, puisque il faut distinguer là aussi le sentiment dépressif et puis cette, entre guillemets, dépression qui peut être liée à l'impact de ces œstrogènes d'une véritable dépression qui nécessite une prise en charge beaucoup plus poussée. Donc là, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place ici? Donc la voie olfactive avec effectivement les huiles essentielles. Donc on va choisir effectivement la famille des citrus qui sont en général des odeurs très vives, très fraîches comme l'orange douce, la mandarine, le petit grain, le néroli et le pamplemousse ou encore la lavande vraie s'il y a des situations d'angoisse ou d'anxiété. C'est aussi quelque chose qui revient énormément qu'on va pouvoir diffuser ou respirer au flacon. Il faut savoir que l'olfactothérapie fait son entrée petit à petit dans le milieu hospitalier. Il y a quelques hôpitaux qui sont un petit peu novateurs sur le sujet et qui les utilisent depuis longtemps. Aujourd'hui, c'est prouvé, c'est-à-dire qu'on sait qu'effectivement, une odeur communique et parle entre guillemets à notre cerveau. Ça nous rappelle des souvenirs, ça peut recréer effectivement des ambiances. Et l'idée ici, c'est d'aller chercher des huiles essentielles qui vont être très vives, très fraîches, pour effectivement contrer un petit peu ce syndrome dépressif. On a des sprays d'ambiance aussi chez la Drôme qui ont déjà été composés et qui sont prêts à être pulvérisés. Donc là aussi, ça peut être intéressant de les utiliser. Il y a une gamme avec différentes références. Alors ensuite, on a les fleurs de bac. Alors les fleurs de bac, c'est un gros sujet parce que autant, on va dire, l'aromathérapie et la phytothérapie, on sait analyser effectivement ce qu'il y a dedans et donc en définir du coup des propriétés, des indications. Autant les fleurs de bac, il n'y a pas de principe actif dedans. Donc concrètement, on ne sait pas vraiment comment ça fonctionne aujourd'hui. Ça ne veut pas pour autant dire que ça ne fonctionne pas.
Moi, j'étais hyper sceptique quand je les ai découverts il y a quelques années en me disant, bah, effectivement, je peux comprendre qu'une plante fonctionne parce qu'il y a quelque chose dedans, il y a un principe actif, une molécule, mais quelque chose dans lequel il n'y a pas de principe actif, je ne comprends pas. L'idée, c'est aussi de les essayer et de voir un petit peu l'effet que ça peut avoir sur vous. Peut-être qu'aujourd'hui, on n'a pas les outils et les moyens de comprendre comment ça marche, et peut-être qu'on les aura un petit peu plus tard. Pour autant, c'est une méthode qui existe depuis très longtemps, et si elle a traversé le temps, c'est probablement qu'elle est utile à beaucoup. Donc, on a 2 fleurs qui vont être intéressantes ici, notamment la moutarde, la fleur de moutarde, donc qui va permettre un petit peu de recréer, se sentir beaucoup plus positive, et la gentiane également. Et donc, on va les utiliser sous forme de gouttes ici. Donc, c'est très simple à prendre. C'est 3 gouttes sous la langue ou diluées dans un verre d'eau. Et on va prendre ça 4 fois par jour. Mais on peut même aller un petit peu au-delà dès qu'on en ressent le besoin finalement. Et ensuite, on a des complexes là qui sont déjà composés. Donc, c'est un composé de différentes fleurs et qu'on va pouvoir pulvériser directement sous la langue. Donc, c'est prêt à être utilisé. C'est assez pratique. Ensuite, en phyto, on a des plantes qui sont très intéressantes, mais une qui est à manier avec beaucoup de précautions, c'est le millepertuis. Le millepertuis, c'est une superbe plante qui a vraiment un effet antidépressif et qui a un effet positif sur l'humeur, le moral, qui va aussi favoriser le sommeil. Mais attention, parce que c'est une plante qui interagit avec énormément de médicaments. Donc, dès lors qu'il y a une prise de médicaments, peu importe lequel, on ne prend pas. On ne prend que si on ne prend rien à côté pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci. Ensuite, on va avoir le safran, là aussi, très belle plante, qui favorise la relaxation, le bien-être physique et mental, et aussi le sommeil, qui contribue à calmer les tensions, l'irritabilité et à maintenir un bon état positif en cas de baisse de morale. Il faut savoir qu'il y a de plus en plus de psychiatres qui travaillent avec le safran. Ils se sont rendus compte qu'il y avait des effets comparables à certains antidépresseurs sans les effets secondaires. Donc, certains se forment beaucoup sur cette plante et notamment la phyto parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont d'excellents résultats. Donc, c'est vraiment une très belle plante à considérer. Et puis, on a l'ashwagandha. Alors, l'ashwagandha, moi, c'est une plante que j'aime beaucoup, notamment pour la femme, surtout après 40 ans. C'est une plante qui va permettre quelque part un petit peu de faire un redémarrage naturel de nos surrénales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le sait, on est toutes et tous un peu épuisés par ce rythme de vie effréné que nous avons. Et ça tire, entre guillemets, sur les surrénales qui produisent en permanence du cortisol. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le cortisol vient détourner cette prégnénolone qui est le précurseur de la progestérone. Donc, ça vient vraiment baisser cette progestérone et du coup, nous mettre les œstrogènes dominants et engendrer beaucoup de problèmes. Et cette ashwagandha, elle a vraiment un effet calmant, apaisant, sans non plus, sans être trop non plus trop dynamisant. Donc, c'est ça qui est important. C'est vraiment, il y a vraiment un effet vraiment très équilibrant. Donc, on la prend en forme d'extrait de plante, en tout cas pour ces 3-là. Donc, 20 à 25 gouttes dans un verre d'eau, 3 fois par jour, pendant 3 semaines. Et puis, on a la tisane relaxation, que je bois juste ici, qui est très bonne, et qui contient donc différentes plantes qui vont permettre là aussi de favoriser la relaxation. On a l'aubépine aussi, alors j'en ai pas parlé, mais il y a aussi les palpitations et les troubles du rythme cardiaque qui se mettent en place chez les femmes. Donc là aussi, c'est lié à la baisse des œstrogènes. Et notamment, j'attire votre attention sur le fait que les œstrogènes, de manière générale, ont un effet protecteur sur le cœur, sur les os. Et au moment de la ménopause, à l'âge de 51 ans à peu près, le niveau des maladies cardiovasculaires des femmes va rattraper le niveau de celui des hommes. Quand vous regardez les courbes statistiques des accidents cardiovasculaires, les femmes, tout au long de leur vie reproductive, sont plutôt protégées. On est très peu soumises à ce genre de risque. Par contre, dès l'âge de 51 ans, ça remonte en flèche. Donc, c'est important d'avoir un bon suivi cardiologique, mais aussi, en cas de palpitation ou autre, d'avoir le réflexe d'aller vers de l'aubépine en premier lieu. Le temps, effectivement, de voir un petit peu s'il faut aller plus loin. Les troubles digestifs, donc là aussi, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Il y a un impact, en fait, des œstrogènes sur le péristaltisme intestinal, mais aussi sur le microbiote, comme je vous le disais tout à l'heure, avec cette baisse du coup de glycogène et du coup qui sert de carburant à ce microbiote. On va avoir aussi beaucoup de ballonnements de gaz, mais aussi de reflux. Là aussi, les œstrogènes vont jouer sur l'acidité de l'estomac. Donc, comme il y a moins d'œstrogènes, il y a moins d'acidité, et ça peut aussi engendrer pas mal de problématiques. Et puis des intolérances alimentaires. On peut se retrouver là aussi beaucoup plus sujette à des intolérances, à des choses qui passaient avant, qui ne passent plus, du fait de toutes ces modifications. Donc l'idée,
général, c'est ici de réduire le café, l'alcool et tout ce qui est un petit peu aliment acidifiant, de penser à bien mastiquer. Là encore, il y a beaucoup de personnes qui ont des troubles digestifs et en fait qui ne mastiquent pas suffisamment. Donc retenez qu'on devrait boire ce que l'on mange et manger ce que l'on boit. C'est un petit proverbe qui permet de bien comprendre qu'un liquide, on doit le garder en bouche et quand même l'imbiber d'enzymes salivaires avant de l'avaler. Et à l'inverse, une nourriture solide, on doit la mastiquer jusqu'à temps qu'elle soit bien liquide avant de l'avaler. Et ça aide énormément à réduire les ballonnements, les gaz. Essayez de manger dans le calme, de revoir son assiette avec les recommandations que je vous donnais tout à l'heure, d'avoir une alimentation qui va être riche là aussi en prébiotiques et probiotiques. Et puis évidemment, si ça persiste, il faut bien sûr consulter son médecin. Qu'est-ce qu'on peut faire pour pallier un petit peu à ces problématiques ici? Le reflux RGO, on va avoir le basilic exotique et l'estragon qui vont être antispasmodiques, peuvent être intéressants. Donc une goutte qu'on va prendre de l'une ou de l'autre sur un comprimé neutre, ou on peut aussi les mettre dans une cuillère de miel dans une infusion. L'huile essentielle de menthe poivrée aussi, donc là qui va vraiment aider à bien digérer. De manière générale, ça marche très bien aussi quand on fait un repas un petit peu lourd. Et donc l'huile essentielle d'estragon, là aussi qu'on va pouvoir utiliser donc en massage, 2 à 3 gouttes dans une cuillère à café d'huile de calophylle. Donc pareil, basilic et estragon, c'est vrai que je ne l'ai pas noté ici, parce qu'on est vraiment sur une utilisation qui est un peu ponctuelle, mais à éviter s'il y a des antécédents de cancer hormonodépendant. Il vaut mieux éviter, c'est quand même des huiles essentielles qui sont potentiellement œstrogènes-like, donc à éviter ici. En phytothérapie, on va avoir donc en extrait de plante la mélisse, donc bien connue pour calmer les spasmes nerveux de l'estomac, du côlon, tout ce qui va être ballonnement, flatulence, etc. Les renvois aussi qui peuvent être dus à la nervosité ou à des contractions spasmodiques. Et la mélisse, elle va avoir pour intérêt vraiment de stimuler en fait les processus de digestion en douceur. Donc très intéressant ici, une prise comme d'habitude, 20 à 25 gouttes dans un verre d'eau ici, 3 fois par jour pendant 3 semaines. Et puis là aussi, pensez à la tisane. Alors ça paraît toujours un peu désuet les tisanes, mais moi j'aime bien parce que le fait de la prendre effectivement tous les jours, on a une action qui est très douce. Et puis quand c'est bien infusé, à couvert principalement, on arrive quand même à avoir pas mal de principes actifs, donc très important d'y penser, en tout cas d'avoir ce réflexe. C'est aussi une façon accessible d'avoir accès, en tout cas à tous, d'avoir accès aux plantes, puisque en général c'est assez abordable et puis on peut même les faire soi-même si on le souhaite, si on a des connaissances en la matière. Je voulais aussi refaire un petit focus sur les règles abondantes, donc là revenir sur cette période de préménopause avec l'impact de la dominance œstrogénique. Alors la dominance œstrogénique, encore une fois, c'est notre petite balance, trop d'œstrogène, pas assez de progestérone. Et c'est à l'origine de beaucoup de problématiques, et notamment le fait que le syndrome prémenstruel soit souvent exacerbé à partir de la quarantaine, entre 40 et 45 ans. Il faut savoir que cette dominance œstrogénique, elle est souvent liée à cette baisse de progestérone, comme je vous disais, et donc au stress, mais elle peut être liée aussi par d'autres facteurs, et notamment les perturbateurs endocriniens qui sont omniprésents dans notre environnement, qui vont l'être encore plus pendant les 10 prochaines années. Et donc ces perturbateurs endocriniens vont avoir pour, entre guillemets, action de mimer le rôle de nos œstrogènes. Ce qui fait que quand nos hormones naturelles viennent se fixer, en tout cas, ou souhaitent se fixer sur le récepteur cellulaire pour enclencher leur action, et bien souvent la place est déjà occupée par un perturbateur endocrinien, par exemple. C'est cette action mimétique de nos hormones qui pose problème. Ces perturbateurs endocriniens vont aussi se lier à des protéines de transport qui sont chargées finalement d'emmener nos hormones sur leur lieu de travail. C'est un petit peu comme si vous appelez un taxi et que toutes les places sont déjà prises. Nos hormones ne peuvent pas monter dedans. Ce sont les perturbateurs endocriniens qui occupent la place et qui, du coup, vont mettre un petit peu la cacophonie au niveau de notre symphonie, on va dire, hormonale. Et cette dominance œstrogénique, elle peut être aussi exacerbée par l'alimentation, par l'insuline, etc. Donc, c'est vraiment une vraie problématique. Et donc, il faut agir à la fois sur les paramètres qui peuvent permettre d'optimiser une bonne synthèse de la progestérone, donc c'est le stress, bien s'alimenter, ne pas avoir de carence micronutritionnelle ou autre, mais aussi éviter ces perturbateurs endocriniens le plus possible. Et là, c'est effectivement très compliqué. Donc, on a l'impact du stress et des perturbateurs, comme je le disais. Donc, l'idée, c'est, j'ai tout dit en fait, sans me rendre compte, mais l'idée, c'est vraiment d'essayer de rééquilibrer cette balance le plus possible pour éviter ces désagréments. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ici? Donc, pour les règles abondantes, donc, bien sûr, toujours consulter son médecin, son gynécologue, parce que ça peut effectivement être lié à la présence d'un fibrome ou autre.
Encore une fois, ces fibromes ont tendance à se développer entre 40 et 45 ans. C'est pas pour rien, c'est parce qu'on est dans cette situation de dominance œstrogénique. Mais on peut avoir, par exemple, l'huile essentielle de cisladanifer qui a des propriétés hémostatiques et qui, du coup, peut essayer de contribuer à réduire, en tout cas, les saignements excessifs et réguler le flux. Donc, on peut effectivement ici l'utiliser en synergie, par exemple, avec d'autres huiles essentielles et notamment avec l'huile de calophylle qu'on va venir donc utiliser comme support et venir diluer notre huile essentielle de cistoladanifer et qu'on va masser ici sur le bas-ventre. On va avoir l'achillée millefeuille, donc là aussi qui va avoir des propriétés hémostatiques et antispasmodiques, qui va aider à réduire les saignements excessifs et soulager les crampes. Elle a un léger effet aussi progestérone-like, donc voilà, c'est assez léger, mais ça revient un petit peu à rebalancer notre déséquilibre. Et puis l'angélique, qui va permettre de réguler le flux sanguin et donc de réduire là aussi en partie les douleurs menstruelles. Ça se prend pareil dans un verre d'eau, 20 à 25 gouttes qu'on va venir diluer et qu'on va pouvoir prendre 3 fois par jour pendant 3 semaines. Alors, les soins de la peau, là aussi, c'est un gros sujet chez les femmes, la peau qui change, qui devient effectivement plus sèche, moins ferme. Ça, c'est en partie lié, encore une fois, à cette baisse d'œstrogène qui vont jouer sur la baisse du collagène. Le collagène, c'est une des protéines qui est les plus abondantes dans le corps, qui, on va dire, est à l'origine du tissu conjonctif en partie. Et donc, on va avoir cette perte de fermeté, ce manque d'hydratation, et donc la peau devient plus sèche, plus fine, plus sensible. On peut être aussi beaucoup plus intolérante à certains actifs et déclencher beaucoup plus facilement là aussi des allergies, de l'eczéma ou d'autres problématiques. Donc l'idée, ça va être ici d'axer sur l'hydratation, mais aussi la protection UV, puisque c'est l'un des contributeurs majeurs au vieillissement cellulaire. D'avoir une alimentation là aussi qui va soutenir une bonne qualité de peau et d'avoir des routines de soins qui vont être adaptées et renforcées en fonction de sa problématique. Donc ici, on peut utiliser les huiles végétales qui vont être vraiment très intéressantes, mais aussi les huiles essentielles et notamment le géranium bourbon qu'on va pouvoir mettre à raison de 2 gouttes par exemple dans sa crème de jour ou de nuit. La rose, c'est aussi intéressant, mais le gros problème de la rose, c'est son prix, puisqu'effectivement, il faut plusieurs tonnes de pétales pour avoir quelques millilitres d'huile. Donc, c'est une huile très précieuse. Et le géranium bourbon peut avoir à peu près les mêmes effets sans avoir la même empreinte, on va dire, carbone et tarifaire ou autre. Donc, ça peut être intéressant d'utiliser dans ce cadre-là. On peut aussi se créer un soin un petit peu anti-relâchement. Donc, on va utiliser du géranium bourbon, de la lavande fine et de l'ylang-ylang. Et on peut compléter par une huile végétale. En fonction de ces problématiques, on choisira plutôt l'une ou l'autre ici. Et les hydrolats, on va pouvoir utiliser comme tonique ici, par exemple, après le nettoyage du visage. Donc, l'hélicryse italienne, par exemple, en cas de relâchement cutané, ou la rose de Damas, si effectivement il y a l'apparition de rides, et la camomille romaine pour celles qui ont la peau sèche. Et donc, on va vaporiser sur la peau nettoyée au quotidien, matin et soir, sans problème. Pour nourrir la peau, on va avoir un large choix ici d'huiles végétales qui vont être intéressantes. Chacune va avoir un profil, on va dire, en acide gras un petit peu différent. Donc, je vais essayer de vous donner des petites indications pour que vous puissiez savoir un petit peu laquelle est la plus adaptée pour vous. Donc, l'huile d'argan, elle est très riche en acide gras. Elle va vraiment permettre de nourrir, de redonner une bonne texture à la peau. Donc, elle est assez, on va dire, universelle. La rose musquée, c'est vraiment quand on cherche à venir un petit peu contrer le vieillissement cutané, quand il y a vraiment voilà, pas mal de rides ou de vergetures aussi, ça peut fonctionner aussi. L'onagre et la bourrache, alors elles se ressemblent assez dans le profil en acide gras. Elles sont très intéressantes aussi dans l'alimentation d'ailleurs, parce qu'elles contiennent des acides gras intéressants. Et là, on va pouvoir les utiliser plutôt chez les femmes après 45 ans, là aussi, quand on commence à avoir des problématiques de relâchement et de sécheresse. L'huile de figue de Barbarie et de chanvre. Alors le chanvre plutôt chez les femmes qui vont avoir des tendances à avoir de l'eczéma, faire des allergies. C'est une huile qui est très, très intéressante. Et donc, on peut les appliquer directement sur le visage et le cou en ayant préalablement utilisé, par exemple, l'hydrolat. Ça va faciliter leur pénétration. Et on peut, en plus, les booster un petit peu avec les huiles essentielles. Et en interne, puisque la beauté de la peau, c'est à l'extérieur, mais ça commence surtout à l'intérieur,
là encore l'assiette, mais aussi la presse des champs ici, qui est une plante très minéralisante qu'on peut utiliser aussi pour les cheveux, qui va favoriser donc une bonne santé de peau et qui est aussi intéressante pour la souplesse des articulations. Donc, on va pouvoir faire des cures pendant 3 semaines. Donc, là encore, 20 à 25 gouttes. On va pouvoir diluer dans un verre d'eau. Et c'est déjà fini. J'ai été vite. Mais je suis sûre qu'il y a plein de questions. Donc, l'idée, si vous voulez, de cette présentation, c'était vraiment, alors, d'une part, de réexpliquer un petit peu ce qu'est la ménopause, parce que même si chaque femme, je pense, sait un petit peu, mais ce qu'on ne sait pas souvent, c'est que ça commence bien avant l'âge de 50 ans. Ça commence dès l'âge de 35-40 ans. C'est un processus effectivement progressif, et donc il faut accompagner finalement cette transition. Et plus on l'accompagne, on va dire, tôt, et mieux ça se passe parce qu'on développe aussi une compréhension finalement de son corps, de tous ses mécanismes. Et l'idée, c'est de surtout redevenir un petit peu actrice de cette ménopause qu'on subit toutes à un moment donné, forcément. Mais il existe énormément de moyens d'accompagner ça et surtout de focuser vraiment sur l'hygiène de vie, les piliers. C'est-à-dire qu'on a souvent le réflexe de vouloir aller chercher une huile essentielle, un complément alimentaire, etc. C'est très bien, mais si on ne fait pas le travail préalablement au niveau de son assiette, de son hygiène de vie, du stress, du sport, il ne va pas se passer grand-chose. Et pour avoir accompagné plusieurs dizaines de femmes sur ces sujets-là, clairement, une ménopause qui se passe bien, c'est une ménopause qui se prépare. Voilà, il ne faut pas attendre 48 ans, 49 ans pour commencer à s'y intéresser. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, c'est évident, clairement. Mais il faut s'en préoccuper tout de suite et être vraiment à l'écoute de son corps, de tous ces changements et d'essayer d'accompagner le mieux possible. Et encore une fois, vous voyez le petit journal des bouffées de chaleur dont je vous parlais tout à l'heure, ça peut paraître complètement désuet, mais je vous assure que pour avoir fait l'exercice avec plusieurs dizaines de femmes, c'est impressionnant comme ça fonctionne bien. Parce qu'encore une fois, chacune va avoir ses propres déclencheurs. Le fait de les identifier, déjà, on subit moins. Si c'est l'alcool, on se dit, tiens, je suis invitée à dîner chez des amis. Bon, il y a une bonne bouteille, je vais me faire plaisir, je vais prendre un verre. Par contre, je risque de passer une mauvaise nuit parce que je risque d'avoir des bouffées de chaleur, vu que je sais que c'est l'alcool chez moi qui me déclenche les bouffées de chaleur. Eh bien, rien que ça, le fait de savoir que vous êtes actrice dessus, eh bien, on subit moins et donc ça change aussi toute la perspective qu'on peut avoir. Et pareil, pour avoir accompagné des femmes qui étaient dans des états très compliqués, et bien, au bout de quelques mois, et là aussi, il faut se laisser du temps, on peut voir des changements notables, vraiment. Donc, ça vaut vraiment le coup, effectivement, de se donner les moyens de mettre en place des choses et de tester ce qui peut fonctionner pour vous. Et encore une fois, la plante qui fonctionnera chez l'une fonctionnera peut-être pas chez l'autre. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec la phytothérapie ou l'aromathérapie, il existe plein de plantes en fonction de certains terrains. Et donc, il faut trouver celle qui fonctionne pour vous par rapport à vos problématiques. Alors, est-ce que vous avez des questions, dites-moi? Moi, j'ai une petite question. Oui. Vous avez parlé d'hydrolat alimentaire et non alimentaire. Oui. Comment, enfin, l'hydrolat, il est fait de la même façon? Alors, il est effectivement produit de la même façon, sauf que dans les hydrolats de qualité alimentaire, on n'ajoute pas de conservateurs. Dans les hydrolats, de manière générale, on va ajouter des conservateurs. Pourquoi? Parce que c'est une matière qui est très fragile, très sensible à la lumière, à la chaleur, à la contamination. Et donc, dans certains hydrolats, on est obligé d'ajouter des conservateurs. Donc, chez la Drôme, de mémoire, il n'y a que le thym. La camomille et la camomille romaine. C'est ça. Chez nous, c'est un conservateur naturel qui est issu du radis. Voilà, donc quand il y a effectivement une présence de conservateur, eh bien, il vaut mieux ne pas l'ingérer, voilà, qu'il n'y ait pas de problématique. Voilà, donc ça, c'est normalement noté sur les flacons. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Concernant les bouffées de chaleur, il me semble, je peux bien avoir un avis là-dessus, la sauge sclarée est contre-indiquée quand on prend du levothyrox, par exemple. Oui, tout à fait. Ouais. C'est vrai. De manière générale, c'est vrai qu'il faut être assez précautionneux avec les interactions médicamenteuses. Il y en a certaines qu'on connaît, il y en a d'autres qu'on découvre encore, parce que les plantes, même si elles ont été très étudiées, il y a encore beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Donc, des fois, on parle aussi au conditionnel sur certaines actions. On suppose des choses, mais on manque aussi beaucoup d'études. Et le problème, c'est que, comme ce sont des produits finalement
dont on ne peut pas forcément breveter les utilisations, bah, ça n'intéresse personne. Donc, on a du mal des fois à avoir certaines études qu'on aimerait avoir. Ça aussi, c'est... Alors après, il y a aussi l'expérience, on va dire, de certains herboristes ou des personnes qui voilà, maîtrisent les plantes depuis plusieurs années, qui peut être intéressante, mais ça n'empêche que, effectivement, avec des traitements, il faut faire attention. Et le millepertuis surtout. Donc, il faut pas le faire. Pardon? Il faut juste arrêter. Arrêtez, pardon. Si vous prenez les médicaments, puisque personne ne sait vraiment l'interaction, il faut juste arrêter. Alors, non, c'est-à-dire qu'on a quand même des plantes où on sait qu'elles sont sûres, pour le coup. Mais là, c'est vrai que la sauge avec le lévothyrox, c'est vrai. Je ne l'avais pas noté, mais c'est un effet, ouais, tout à fait. Donc après, il faut prendre conseil. Vous avez les pharmaciens, certains sont formés à la phyto et l'aroma peuvent vous répondre. Sinon, il y a des sites aussi qui existent pour les pros où on peut aller voir les interactions qui ont été déclarées, recensées. Ça, les pros, en général, on a ce site pour aller regarder ça. Mais dans le doute, il n'y a pas de doute. C'est-à-dire que quand on a un doute sur une plante, on s'abstient, on ne prend pas. Ça, c'est la règle. Oui. Question en ligne. Je suis en préménopause. Depuis, j'ai des douleurs articulaires au réveil. Que puis-je faire? Alors ça, c'est une bonne question qui concerne beaucoup de femmes. Beaucoup les douleurs articulaires et musculaires. Donc là encore, c'est l'impact des hormones. Donc déjà, il faut bouger. C'est très important parce que si on ne bouge pas, on rouille. Donc il faut rester active malgré ces douleurs. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire. Donc déjà, l'alimentation aussi, regarder s'il n'y a pas des aliments pro-inflammatoires, etc. On a le collagène qui peut être intéressant. Certains types de collagène qui peuvent aider là aussi, on va dire, à renforcer, améliorer la qualité du tissu conjonctif. On a la chondroïtine sulfate et la glucosamine aussi qui peuvent être intéressantes. Le cartilage de poisson. Après, on a des huiles essentielles aussi qui sont anti-inflammatoires qui peuvent être utiles. Après, ça dépend un petit peu du cas. Mais ce qui est certain, c'est que oui, c'est quelque chose qui revient énormément, les douleurs articulaires et musculaires, et c'est lié à cette baisse d'œstrogène. Le cartilage du requin, Oui, tout à fait. plus que l'autre. Que le... Plus efficace. Oui. Il faut que ce soit issu de pêche durable, il faut bien... Voilà, il y a tout un tas de choses aussi à considérer, mais ça peut être... Est-ce que l'un importe l'autre? Alors, est-ce qu'il y a un... Comment dire, quand une personne a une hypothyroïdie et qu'elle a différents symptômes, comment savoir ce qui est lié à l'hypothyroïdie ou à la ménopause? En fait, c'est vrai que c'est compliqué parce que les symptômes sont souvent un petit peu les mêmes et se rejoignent. Ce qui est certain, c'est que le lien qui existe et qui est documenté aujourd'hui, c'est surtout cette période de préménopause où il y a une dominance des œstrogènes. Et ça peut influencer le métabolisme de la thyroïde et engendrer potentiellement une hypothyroïdie. Donc, il faut être très vigilant là-dessus. Mais après, voilà, il y a d'autres problématiques dans cette approche. Mais c'est compliqué de savoir puisque les symptômes vont être vraiment identiques. Donc, l'idée, c'est d'avoir une approche globale, du coup, puisqu'encore une fois, nous, en naturopathie, on ne va pas, entre guillemets, on va avoir une approche qui va être globale, d'agir sur le terrain global de la personne. Donc, c'est de mettre en place tout ce qu'il faut au niveau hygiène de vie déjà pour bien soutenir l'organisme sur cet axe d'hypothyroïdie. Et puis ensuite, de voir un petit peu selon les problématiques ce qu'on va pouvoir faire au cas par cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. C'est combien de temps durent en moyenne les effets de la ménopause, les bouffées de chaleur notamment? C'est une bonne question, ça. Ça dépend de chaque femme. Il n'y a pas de moyenne. Il y a des femmes chez qui ça dure 2 ans, d'autres 5 ans, d'autres 10 ans. Donc, on ne peut pas le savoir à l'avance. C'est un peu le problème. L'idée de travailler justement sur ces déclencheurs. Parce qu'encore une fois, quand vous avez identifié vos déclencheurs, ça change tout. Déjà, vous avez le pouvoir, entre guillemets, de réduire leur intensité et leur fréquence. Alors souvent, ça ne suffit pas, mais déjà, ça change beaucoup les choses. Donc ça, on ne sait pas. Effectivement, sur les bouffées de chaleur, c'est très, très variable d'une femme à une autre. Moi, je n'ai pas fait dans la journée très peu, c'était la nuit, les bouffées nocturnes. Alors, quand vous dites qu'il faut voir ce qui les déclenche, Oui. Alors, justement, je vous renvoie à la conférence qu'on a faite sur le sommeil,
où justement, je parle un peu de tout ce qu'on peut déjà faire pour améliorer le sommeil. Donc, ça peut être, c'est tout simple, la température de la pièce, la qualité du linge de lit. Est-ce que vous n'êtes pas trop couverte? Vous voyez, il y a plein de choses. Le soir, il y a peut-être des aliments qu'il faut éviter de consommer le soir, par exemple. Ah, mais ça ne m'empêchait pas de dormir. Oui, mais ça... Oui, je comprends tout à fait. On est tout dans notre côté. C'est ça. Mais il y a plein de petites choses, n'hésitez pas à regarder, vous verrez, c'est toute la partie avant de parler des plantes, c'est tout ce qui concerne l'environnement. Et là aussi, le fait de changer, par exemple, le linge de lit, si c'est une matière synthétique, d'aller sur du coton, du lin, ce genre de choses, ça permet au corps de mieux respirer, mieux réguler la température. Donc, il y a pas mal de petites choses comme ça à faire. Alors, oui, c'est possible. Alors, la sécheresse vaginale, mais aussi des muqueuses de manière générale, là aussi, c'est une plainte qui revient souvent. Donc, on a souvent le réflexe de penser à la sécheresse vaginale, mais on a aussi la sécheresse des yeux et de la bouche qui revient aussi beaucoup. Donc, pour la sécheresse vaginale, là encore, c'est ce manque de lubrification qui est lié à cette baisse des œstrogènes. Alors là, on va plutôt agir en local. Il existe en fait des gels qui vont être hydratants et formulés par exemple avec des prébiotiques, etc., qui vont permettre de réhydrater dans la durée ces muqueuses-là. Ensuite, il y a différents traitements qu'on peut trouver, mais là, c'est plus de l'ordre du médical, il faut en parler avec le médecin. Ça peut être des ovules. Il y a le laser aussi qui existe, le Mona Lisa apparemment qui fonctionne bien, mais c'est une prise en charge qui est déjà un petit peu plus musclée, on va dire. Et puis surtout, les acides gras qu'on va consommer en fait au niveau de l'alimentation. Quand je vous disais qu'il ne faut pas avoir peur du gras, c'est aussi parce que le gras, ça nourrit en fait les tissus. Et donc là aussi, c'est important de bien rééquilibrer son assiette et de consommer des poissons gras, des huiles végétales, ce genre de choses. Mais là, on est vraiment sur une approche qui sera quand même un petit peu plus locale finalement, même si l'alimentation, ça va aider, mais voilà. C'est plutôt des gels qui vont être en application locale. Et éviter les gels qui contiennent des perturbateurs endocriniens, bien sûr. Ça pourrait. Moi, j'ai plus de 60 ans, j'utilise ça et c'est combien? Il faudrait regarder la composition. Vous êtes branché sur la composition. Je ne dirai pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, comment on peut éviter les perturbateurs endocriniens, enfin les identifier automatiquement? Alors, ça, c'est un gros sujet et en plus très d'actualité puisque l'Europe a réintroduit aujourd'hui l'utilisation du glyphosate pour 10 ans. Et le glyphosate, c'est un perturbateur endocrinien avec des effets cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques qui ont été éprouvés par la science. Hein. Ce n'est pas moi qui le dis, il y a des études qui le montrent. Donc, effectivement, l'idée, c'est déjà de consommer le plus possible bio, en tout cas pour les fruits et les légumes qui vont être les plus traités. Là aussi, je vous donne une astuce. Aujourd'hui, le budget alimentaire, il explose en raison de l'inflation. Et c'est très compliqué de tout consommer en bio, évidemment. Donc, l'idée, c'est d'aller... Il y a une liste qui existe et qui est mise à jour tous les ans des 10 fruits et des 10 légumes les plus pollués, les plus exposés, en fait, aux pesticides. Donc, l'idée, c'est d'aller, évidemment, chercher les 10 qui sont les plus exposés, ceux-là de les consommer en bio. Et les 10 qui sont les moins exposés, vous pouvez les consommer en qualité conventionnelle. Donc, ça nous permet effectivement d'équilibrer un petit peu le budget alimentaire et de faire des choix qui soient, entre guillemets, raisonnés. Donc, l'alimentation, c'est un gros sujet. Deuxième sujet pour les perturbateurs endocriniens, et notamment chez les femmes, les cosmétiques et la salle de bain. Est-ce que vous avez une idée du nombre de produits cosmétiques que vous utilisez tous les jours, en moyenne? Un chiffre. 3. Est-ce qu'il y en a qui en utilisent plus? Quand je dis cosmétique, je parle du tout. Dentifrice, déo, gel douche, Chanel. Alors, je vais vous donner une réponse. En moyenne, ça veut dire que ça des femmes. Voilà, donc en moyenne, c'est 12 produits par jour. Ça veut dire qu'il y a des femmes qui en utilisent moins, mais d'autres beaucoup plus. Mais quand vous additionnez, quand vous prenez, par exemple, là, je ne sais pas, votre gel douche et vous regardez la composition, que vous ajoutez tous ces ingrédients à ceux de votre dentifrice, à ceux de votre déodorant et tout, vous êtes au contact au quotidien entre 300 et 500 molécules, rien que dans la salle de bain. Je ne vous parle même pas de la cuisine. Il faut savoir qu'à peu près 40 à 50% des produits contiennent largement des perturbateurs endocriniens.
Donc, au quotidien, on est exposé à toutes ces substances. Et le gros sujet avec les perturbateurs endocriniens, c'est que la dose ne fait pas le poison. C'est-à-dire qu'il y a un principe en toxicologie qui dit que, en théorie, plus vous êtes exposé à un poison, plus il a des effets sur vous. Avec les perturbateurs endocriniens, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire qu'ils sont très actifs, même à faible dose. Mais il y a aussi un deuxième problème, c'est l'effet cocktail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a certains perturbateurs endocriniens qu'on a étudiés, molécule par molécule. Mais rien, comme vous voyez, rien que dans votre salle de bain, tous ces composés auxquels vous êtes au contact au quotidien, on ne connaît aujourd'hui absolument pas l'effet de ce cocktail sur l'organisme. Et en plus, ils peuvent avoir des effets différés dans le corps. C'est-à-dire que vous n'aurez pas d'effet, mais vous pouvez les transmettre aux autres générations, c'est-à-dire il y a des effets transgénérationnels. Et ça, c'est des choses qu'on voit et qu'on suspecte, par exemple, dans l'endométriose ou le syndrome des ovaires polykystiques. Aujourd'hui, on ne connaît pas la cause exacte de l'endométriose ou du syndrome des ovaires polykystiques, mais on suspecte une possible action de ces perturbateurs endocriniens. Donc, ça, c'est pour la salle de bain. Maintenant, si on va dans la cuisine, on va regarder vos poêles. Est-ce que vous utilisez des poêles en téflon, par exemple? Si elles sont en téflon et qu'elles ont un petit accroc, poubelle. Parce qu'à la chaleur, dès lors qu'il y a un petit accroc, tous les produits vont migrer dans les aliments, les boîtes plastiques aussi, qu'on va réchauffer au micro-ondes, donc ça, c'est à bannir. Le film plastique étirable. Enfin voilà, j'en passe, mais c'est. Et donc là, on est donc salle de bain cuisine. Si on se déplace un petit peu dans le salon, il y a peut-être un tapis, des rideaux, des objets de déco, un petit produit qui va sentir bon. Et bien, tout ça, c'est des perturbateurs endocriniens. Donc, c'est catastrophique parce que c'est une pollution qui est invisible, qu'on ne voit pas, auquel on est exposé contre notre gré la plupart du temps, parce qu'on en subit une partie. Pour d'autres, on est mal informé sur ce que contiennent les produits, et c'est catastrophique. Donc, c'est un vrai problème de santé publique. On sait que c'est cancérigène, que c'est reprotoxique, que c'est mutagène. Mais apparemment, c'était pas suffisant, en tout cas, pour interdire le report du glyphosate. C'est vraiment important d'avoir ça en tête, en tout cas, de les éviter le plus possible. Et donc, ça passe par s'informer, lire, les repérer. Et il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui font un travail de qualité avec des livres qui sont hyper accessibles pour vous aider à y voir clair là-dessus. Oui. De limiter, réduire les sucres, pensez-vous aussi au sucre lent? Alors non. Alors, sucre lent, sucre rapide, c'est une notion qui est dépassée aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de sucre simple et de sucre complexe. Donc, ça revient à cette idée un peu de l'index glycémique, c'est-à-dire la vitesse finalement d'absorption du sucre par l'organisme. Donc, évidemment, les sucres dits complexes, donc c'est tout ce qui va être issu principalement des céréales, le pain, les pâtes, etc., le riz. Donc, pour ces aliments-là, il faut essayer de les choisir plutôt complets ou semi-complets, parce que leur vitesse d'absorption va être moins rapide que leur version blanche. Par exemple, si on prend un plat de pâtes blanches, quand vous consommez, votre glycémie, elle monte en flèche, comme ça. Vous prenez le même plat de pâtes semi-complètes ou complètes, dans lesquelles vous allez rajouter des brocolis, du parmesan, un filet d'huile d'olive, votre glycémie, déjà, elle va monter beaucoup moins vite. Donc, encore une fois, la réponse du pancréas, elle ne va pas être la même. Dans le premier cas, il va devoir sécréter beaucoup d'insuline pour faire redescendre ce taux de sucre, entre guillemets, qui était contenu dans les pâtes blanches. Et dans le deuxième cas, il en sécrétera beaucoup moins, ce qui fait qu'effectivement, moins d'insuline, moins de stockage, moins d'impact, moins de prise de poids, etc. Donc, non, les sucres dits complexes, en tout cas les sucres lents, non, on ne les diminue pas. Ça fait partie de la ration alimentaire, on en a besoin, ça doit représenter entre 40 et 55% de notre apport énergétique total. L'idée, c'est de mieux les choisir, c'est-à-dire d'aller vraiment choisir plutôt des versions complètes, semi-complètes. En plus, il y a des fibres et on a besoin de consommer à peu près 30 grammes de fibres par jour. C'est important. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y a des médecins qui proposent le traitement créer en fait les effets de la ménopause. Alors, c'est une bonne question. Il y a souvent pas une vérité sur. C'est tout à fait vrai. Et comme je m'attendais à cette question, j'ai ressorti mes petites données parce que c'est vrai que je n'aime pas encombrer ma mémoire des fois avec des chiffres que je ne suis pas sûre de retenir. Donc, le traitement hormonal de la ménopause, je vais vous en dire un mot parce que c'est vraiment un sujet qui est très intéressant et très important. En fait, il y a eu une étude qui est sortie dans les années 2000 aux États-Unis qui a été publiée par le Women's Health Institute. Excusez-moi pour mon accent, mais je fais le mieux possible. Et en fait, on a étudié les effets du traitement hormonal aux États-Unis sur des femmes
qui étaient déjà ménopausées et âgées en moyenne de 63 ans, entre 63 et 79 ans. Elles étaient plutôt sédentaires et en surpoids. Elles ont démarré ce traitement donc, de manière assez tardive, c'est-à-dire qu'elles étaient en partie déjà ménopausées. Et surtout, on a un traitement hormonal aux États-Unis, en tout cas à l'époque, qui était complètement différent de celui qu'on a en France. Pas du tout la même chose. Et dans l'idée, on s'est rendu compte dans les conclusions de cette étude que ça avait augmenté énormément les risques de cancer du sein, de l'utérus, etc. Donc, ça a foutu un peu les jetons à tout le monde, parce que quand les résultats ont été publiés, tous les gynécologues ont dit « Oh là là, il faut arrêter tout de suite ». Les patientes aussi ont pris peur parce qu'elles ont vu ça dans les magazines, etc. Donc, plus personne ne voulait de ce traitement. Et il y a eu une autre étude qui a été faite entre 1996 et 2001. Donc ça, c'est la Million Women Study. Donc, on a étudié en Angleterre 1 million de femmes qui étaient déjà plus jeunes, qui étaient au début de leur ménopause, préménopause, qui étaient beaucoup plus actives et plus minces, un petit peu plus un profil européen, on va dire, que les américaines. Et là, on s'est rendu compte que ce traitement, qui était très similaire à celui que nous avions en France, ne donnait déjà pas les mêmes résultats. En tout cas, cette étude n'avait pas du tout les mêmes résultats que celle qui a été publiée quelques années avant aux États-Unis. Et on s'est quand même rendu compte que malgré tout, il y avait une amélioration significative des problématiques pour lesquelles ce traitement avait été administré, avec une légère augmentation, là aussi, de l'incidence du cancer du sein. Mais pas du tout dans les mêmes proportions que ce qui avait été conclu, en tout cas aux États-Unis. Et on a une dernière étude là, qui date de 2020, donc c'est très récent. C'est le British Medical Journal, du coup, qui l'a publié. Et là aussi, on s'est rendu compte qu'il y avait une légère incidence de l'augmentation du cancer du sein. Donc la conclusion, c'est que le traitement, entre guillemets, enfin, en tout cas cette étude qui a été publiée dans les années 2000 et qui a fait peur à tout le monde, effectivement, on n'était pas du tout sur le même type de traitement. Donc celui qu'on propose, nous, en France, à la française, est beaucoup moins dangereux finalement que ce qui était préconisé aux États-Unis. Pour autant, les dernières études montrent quand même une légère incidence du cancer du sein. C'est d'ailleurs pour ça que quand vous prenez un traitement hormonal, votre gynécologue vous encourage très fortement à faire une mammographie tous les ans. Parce qu'on sait que ça augmente potentiellement le risque. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que ce traitement hormonal, il peut effectivement avoir des effets protecteurs pour certains troubles dont on a parlé. L'ostéoporose, mais aussi les risques cardiaques. Et ce traitement, il est primordial, surtout pour une catégorie de femmes, c'est celles qui sont en ménopause précoce, avant 40 ans. Là, ce serait vraiment une grossière erreur de ne pas le prendre. Pourquoi? Parce que quand on est ménopausé à l'âge de 40 ans, au lieu de 51 ans, qui est l'âge moyen, il nous manque 11 ans de protection, d'effets protecteurs de ces oestrogènes sur le cœur, mais aussi sur les os. Donc, on sera beaucoup plus, on va dire, candidate à un accident cardiovasculaire ou à des fractures à répétition. Pour autant, quand une femme prend le traitement, par exemple, pour contrer des bouffées de chaleur, il faut savoir que dans 25% des cas, les femmes continuent d'avoir des bouffées de chaleur malgré la prise du traitement. Donc, l'idée, c'est de savoir pourquoi on le prend. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de désagréments? Est-ce qu'on peut le prendre? Parce que là encore, il y a tellement de femmes qui ont des antécédents de cancer hormonodépendant aujourd'hui que beaucoup de femmes ne peuvent pas y prétendre. C'est là où nous, mais aussi d'autres techniques peuvent apporter un intérêt. Donc, l'hygiène de vie, certaines plantes qu'on pourra prendre ou encore la micronutrition d'autres. Donc voilà, en fait, le traitement, il peut être intéressant chez certaines femmes, pas chez toutes. D'autres veulent le prendre, d'autres ne souhaitent pas le prendre. C'est vraiment un choix qui est très personnel, en fait, à avoir. Et une considération de ces facteurs de risque, etc. Donc, il y a certaines femmes qui le prennent et qui en sont ravies, d'autres qui continuent d'avoir des bouffées de chaleur, donc qui préfèrent l'arrêter. C'est vraiment un sujet dont il faut discuter avec votre médecin ou votre gynécologue et qui pourra vous conseiller et vous dire un petit peu ce qu'il en pense. Moi, j'avais cru comprendre que la technique de fabrication de ces hormones aux États-Unis et en France n'était pas du tout la même. Non, c'est ça. On compare deux traitements qui sont complètement différents. Donc, on a fait peur à tort, finalement, à des femmes qui auraient pu en bénéficier ou des praticiens parce qu'on comparait des choux et des carottes. Donc, on a vraiment fait peur à tout le monde avec cette étude. Pour autant, comme je vous dis, dans les faits, les dernières études montrent une légère incidence du cancer du sein. Pour autant, ce traitement baisse le risque de cancer de l'utérus. Donc, il améliore certains risques, mais il en augmente d'autres. Donc, c'est vraiment un choix qui est très personnel à faire, en fait. Donc, Pardon? Je dis, moi, le médecin ne m'avait pas encouragé de le faire. Oui, C'est ça.
Ouais. Je vous dis, c'est pour ça que ça dépend de votre praticien qui, en espérant qu'il ait un historique sur vous, sache un petit peu aussi, voilà, vos antécédents. Il y a pas mal de choses à prendre en considération. Et ce qui est certain, en tout cas, pour toutes les femmes, que les femmes soient ou non sous traitement, il y a une certaine vigilance à mettre en place à partir de 50 ans. C'est le bilan cardiovasculaire qui doit être régulier et vérifier l'ostéoporose avec une ostéodensitométrie. On devrait en faire une à l'âge de 51 ans qui va servir un petit peu de point de repère et ensuite, à intervalles réguliers, selon ces problématiques, de refaire ces examens pour venir les comparer au premier. On peut faire avec des mammographies, par exemple, aussi. Donc, et du coup, de prévenir ces risques-là par le sport, par l'alimentation, par pas mal de choses. Donc ça, c'est important aussi. Mais c'est important d'en parler parce qu'on n'en parle pas assez, en fait, de ces risques cardiovasculaires. Et vous avez, si le sujet vous intéresse, le professeur Pierre Mounier, qui est cardiologue au CHU de Lille, et qui a créé une association qui s'appelle Pour le cœur des femmes. Elle a un bus qui sillonne toute la France et elle propose des dépistages gratuits et elle milite beaucoup pour que ça se soit reconnu. Et il y a eu un très bon reportage aussi qui a été fait, alors je ne sais plus si c'est France 2 ou France 5, où ça parlait justement de cette augmentation de risque cardiovasculaire des femmes à la ménopause. Et ça, c'est quelque chose qui est encore très peu su, ou en tout cas un réflexe qui n'est pas en place chez les professionnels de santé. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de la physiologie, anatomie, physiopathologie qui est étudiée sur des corps masculins. Or, une femme, ce n'est pas un corps d'homme avec juste, entre guillemets, un utérus et une paire de seins. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et nos hormones font qu'on a des spécificités. On devrait d'ailleurs avoir des posologies de médicaments adaptées aux femmes. C'est le cas pour certains médicaments, parce qu'on ne métabolise pas de la même façon les molécules. Donc c'est aussi, on ne va pas du tout avoir, par exemple, les mêmes symptômes quand on fait un accident cardiovasculaire chez les femmes que chez les hommes. Et si vous présentez aux urgences avec une pression ici, on va penser que vous faites une crise d'angoisse, en fait. Alors que ça peut être un des symptômes d'un accident cardiaque. Donc là aussi, c'est en train de changer parce qu'on se rend compte que le genre impacte beaucoup en médecine. Et il y a beaucoup de médecins qui dénoncent ça aussi et qui sont en train d'essayer de faire changer les choses. Mais en attendant, il faut mettre en place cette prévention et en parler avec votre médecin. Savoir s'il est sensibilisé aux risques inhérents à la condition féminine et qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, pour mettre en place ces actions de prévention. Je vous en prie, c'était une question intéressante. En tout cas, vous voyez, je m'attendais à ce qu'elle soit posée. En tout cas, je m'étais préparée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. C'est une bonne question. Donc ça, effectivement, il faut en parler avec le médecin ou le gynécologue. Mais c'est vrai que quand il y a un dispositif hormonal, on ne peut pas savoir. Donc, en théorie, ce que font les médecins et les gynécologues, c'est qu'ils attendent 51 ans à minima, qui est entre guillemets l'âge moyen, pour proposer de le retirer et voir effectivement ce qui se passe et potentiellement faire un bilan hormonal pour voir un petit peu où sont. Mais effectivement, sous traitement, enfin, en tout cas sous contraceptif hormonal, on ne peut pas savoir. C'est pareil pour les femmes qui subissent une hystérectomie donc partielle, donc qui vont conserver les ovaires. Comme il n'y a plus de perte de sang, on ne peut pas savoir où on en est, même si on sait qu'aujourd'hui, ça arrive 2 ans avant la moyenne. C'est mystère. Donc après, il y a les bilans hormonaux qu'on peut faire pour vérifier où ça en est. Et en général, on constate une FSH qui va être supérieure à 30 unités. Donc c'est potentiellement avec ça qu'on peut poser le diagnostic. Le médecin posera le diagnostic. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a épuisé le vivier. Écoutez, en tout cas, moi, j'ai été ravie de transmettre des choses, en tout cas de vraiment faire passer ce message que ça se prépare et qu'il ne faut pas attendre et qu'il faut en parler surtout, parce qu'il y a encore une fois beaucoup de tabous et que c'est important de libérer un petit peu la parole. Encore une fois, toutes les femmes passent par là. Il y a certaines femmes qui parfois n'en parlent même pas à leur conjoint de toutes ces difficultés et c'est vraiment important d'être dans la communication et de libérer la parole. Il faut savoir que les hommes, leur tour arrive un petit peu après. Vers 60 ans, c'est l'andropause. On n'en parle pas assez. Ils sont un petit peu en décalé vis-à-vis de nous. Mais souvent, s'ils n'ont pas une écoute attentive, il faut vous dire que 10 ans après, ça va être leur tour aussi. Ils seront peut-être contents d'avoir une oreille attentive pour les écouter et les conseiller.
Mais voilà, et en tout cas, il y a plein de solutions qui sont possibles pour ne pas subir, entre guillemets, toutes ces problématiques. Voilà.